Quand j'ai envoyé en fait mon manuscrit, je l'ai envoyé à 3 maisons d'édition, parmi lesquelles les Presses Inverses. Et puis quand je l'ai envoyé, je me disais que j'allais devoir patienter 3, 6 mois ou une année, enfin voilà, comme c'est habituellement le cas. Comme tout le monde. Et tout d'un coup, au bout d'une semaine, j'ai reçu un email qui me disait, de la part d'Alexandre Metzner, qui me disait j'ai lu ton texte, j'ai beaucoup aimé ton texte, donc si t'es partant, on va le publier. Dans notre charte au départ, c'était le cœur, c'était justement de remettre l'auteur ou l'autrice au centre du processus. Donc pour nous, il y a un dialogue ce dialogue, il est essentiel. Et après, si on n'est pas d'accord, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente qui soit satisfaisant pour les deux. C'est un roman féministe. Alors, c'est difficile à moi de le qualifier de féministe, mais effectivement, je pense qu'en tout cas, il y a des convictions par rapport à ça, et puis de dénoncer l'emprise de l'Église, l'emprise de la science, enfin toutes ces dominations, qui sont terribles et puis qui ressurgissent partout. Enfin, et puis on voit que ça peut très vite basculer là-dedans. Vous écoutez le podcast littéraire du Haut de Plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. T'as vu, je la fais bien. Magnifique, merci. Mais je t'en prie, ça démarre fort. Aujourd'hui, nous sommes dans un épisode interview et notre invité est... Voilà. Alexandre Regat. Merci, bonjour Alexandre. Bonjour merci Alexandre. Bonjour. T'es déplacé jusqu'à Bulle. Alors Alexandre, c'est on pourrait dire une figure du paysage éditorial et littéraire suisse romand. T'as vu ? Voilà, tu peux pas rebondir là-dessus, ça va être... Non, mais voilà, non, c'était pas censé te gêner, c'était plutôt tout à fait... Non, en toute sincérité, c'est positif. Oui, c'était... Alors, blague à part, c'est absolument positif parce que on est très, très fiers et heureux que tu aies accepté notre invitation parce que tu as plusieurs casquettes, plusieurs cordes à ton arc... ça fait grrr. Oui, t'inquiète pas. Ah non, je m'inquiète pas. Plusieurs cordes à ton arc qui nous intéressent toutes. Tu es éditeur, tu es auteur... Tu es organisateur de salons littéraires. T'es autre chose encore ? J'ai été enseignant pendant longtemps, et puis là je m'occupe je dirige une équipe en fait qui fait des moyens d'enseignement pour le français. D'accord. Donc c'est-à-dire, ça consiste en quoi ? Donc il y a des enseignants et enseignantes de Suisse romande qui vont renouveler en fait tous les moyens d'enseignement pour le cycle 3, donc ça veut dire pour les adolescents de 12 et 15 ans. D'accord. Pour l'enseignement du français. Donc c'est tout un vaste projet et ça sera dans les classes à partir de septembre 2027. Ok, donc un rôle un peu de coordinateur et d'organisateur. Exactement. C'est quelque chose qui te plaît bien, ça ? J'aime bien, effectivement. Ouais, t'as les yeux qui pétillent en parlant, donc non. Ouais, c'est cool. C'est incroyable le nombre d'enseignants ou de profs qu'il y a dans le milieu littéraire, je trouve. Enfin, au Gaëlic, il y a pas mal de profs, par exemple. Oui, et puis effectivement, parmi nos invités, les auteurs... Alors toi, quand tu enseignais, effectivement, si je ne m'abuse, c'était l'histoire et le français, ou je me trompe totalement ? L'histoire, le français et l'allemand. Et l'allemand. Les trois, mais principalement le français. Et puis t'as enseigné longtemps ou... Pendant 14 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, puis là, c'est une parenthèse, en fait. Normalement, je reprendrai l'enseignement une fois que ce projet sera terminé. Okay. D'accord, ok. Alors, on va plus axer aujourd'hui cette rencontre et nos questions un peu sur toutes les autres casquettes que j'ai citées, évidemment. Alors, pour commencer, si tu es d'accord, je te propose d'aborder l'épisode avec ta profession d'éditeur, puisque d'un point de vue chronologique, il me semble que ton entrée, corrige-moi si je me trompe, mais ton entrée, on va dire officielle, parce que j'imagine que tu écris depuis très longtemps, mais ton entrée dans le monde le milieu littéraire et éditorial, etc., c'est par ta casquette d'éditeur, c'est juste ? Oui, c'est juste. D'accord, donc tu es le fondateur des éditions Encre Fraîche ? Alors, pas tout à fait le fondateur, mais j'ai très vite rejoint l'aventure.
donc en 2001. D'accord. Ouais, donc ça fait quand même un petit moment, on enregistre en 2025, donc Oui. 24 ans que tu es là. Exactement, j'étais au collège à l'époque, j'avais 17-18 ans. Waouh. Ah ouais. Et en fait, un jour, j'ai ma mère qui vient vers moi et qui me dit j'ai des amis en fait qui ont connaissance d'un manuscrit. C'était La Marche du Loup d'Olivier Sillig, un auteur lausannois. Et puis, il n'a pas trouvé de maison d'édition, donc il a accepté son manuscrit. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer une maison d'édition. Sur un coup de tête. T'es très amical, toi, comme ça. Tiens, pas de problème, je vais t'aider. Puis elle m'a dit, toi, t'aimes écrire, t'aimes lire, donc viens voir on se réunit, viens voir ce qui se passe. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, en toute innocence et sans avoir du tout conscience de ce que ça allait impliquer. Et puis, bon, alors, si ça fait presque 25 ans que tu y es, j'imagine que ça t'a plu, l'aventure. Et donc, là, maintenant, tu es... Alors, la question que j'aimerais poser pour préciser déjà par rapport aux éditions Encre Fraîche, c'est que c'est une maison d'édition associative. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sous-entend le terme exactement et en quoi c'est différent, si c'est différent, d'une maison d'édition traditionnelle ? Oui. À l'origine d'Encre Fraîche, on a pris du temps en fait à poser les statuts, à définir la ligne éditoriale, enfin à réfléchir à tous ces éléments parce qu'on venait de la périphérie en fait du monde de l'édition. Donc il y avait personne qui était vraiment éditeur, qui avait une expérience dans ce monde-là. Donc on a dû tout découvrir, apprendre. Donc ça a pris un certain temps au départ. Mais ce qui était important, c'est que ça soit un collectif. Donc on voulait une maison d'édition en fait qui remette l'auteur ou l'autrice au centre du processus, et puis que ça soit quelque chose de vraiment collaboratif, de collégial comme ça. Donc d'où l'idée du système associatif. C'était pas qu'il y avait une personne qui allait choisir les textes, et puis qu'elle allait tout mener de front, mais au contraire que ce soit collectif. Donc on a une commission littéraire depuis le début, donc où il y a toujours eu environ 5 membres, où l'idée c'est qu'on lise les manuscrits, qu'on en discute, et puis qu'après à la majorité, au départ à l'unanimité, mais au fil des années on est passé plutôt à la majorité, qu'on décide de la publication des textes. D'accord. Et puis au niveau du comité, c'est pareil, en fait, depuis l'origine, donc il y a un président ou une présidente, mais qui n'a pas plus de poids en fait finalement que les autres dans les décisions. Donc tout se fait en discussion, en bonne harmonie, enfin voilà, pour le fonctionnement, pour le choix. Donc ce choix associatif, c'était vraiment dès le début, à 17 ans, tu partais déjà plutôt sur quelque chose d'associatif comme ça. Oui, alors à cette époque-là, c'était plutôt les idées des autres. Moi, je découvrais. Mais il y avait pas mal de personnes en fait dans la maison d'édition au départ qui venaient du monde associatif, qui avaient cette expérience-là et qui trouvaient que c'était une bonne manière de fonctionner. Et manière pérenne, puisque vous êtes resté associatif tout au long de ces années de travail collectif, quoi. Oui, ça a toujours été sur ce mode associatif. L'idée, c'est qu'on soit tous partie prenante, en fait. On a certaines fonctions, enfin voilà, d'être président ou trésorier, mais en fait, on met tous la main à la pâte, enfin selon ce qu'il faut faire, selon les besoins. Donc, on a tous été polyvalents tout au long de l'aventure. C'est toujours les mêmes membres ? Depuis le début, oui, ça a dû changer, non, un petit peu. Alors au comité, il reste Catherine de Molis, qui était un des membres fondateurs à l'origine, qui a été présidente pendant quelques années et puis qui est toujours membre du comité. Ouais. Et autrement, on a eu... c'était Yves Muni qui était le premier président, c'est lui qui a vraiment lancé cette idée au départ avec Catherine de Molis, et qui a quitté il y a un certain nombre d'années maintenant. Et puis pendant en tout cas plus de 10 ans, il y a eu Adriana Passini qui était la trésorière d'Encre Fraîche, qui là vient de remettre sa casquette à une nouvelle membre du comité, donc Claudette Gauchy, qui s'est lancée dans l'aventure. C'est vrai qu'au départ, la question des finances, c'était assez limité, et puis au fil des années... Ça devient prédominant. Ça devient prédominant. Ouais. Ma collègue Adriana, justement, quand on lui a proposé ce poste de trésorière, on lui a dit « tu verras, ça prendra une demi-heure par semaine, enfin c'est rien ». Et puis maintenant, au fil des années, à la fin, ça devenait très, très prenant, enfin voilà, presque tous les jours,
ça mobilise forcément avec le nombre de titres qui a augmenté. Vous êtes à combien de titres ? On est à 80 titres, sauf erreur. D'accord. Et alors pour conclure la question de Catherine, peut-être, est-ce que tu vois une différence avec une maison d'édition non associative ? Il y a toutes sortes en fait de maisons d'édition. On voit dans l'édition romande, il y a des maisons d'édition où il y a une personne qui fait ses choix, qui choisit les textes, qui mène tout le processus. Il y a des maisons d'édition où il y a des salariés, d'autres où c'est associatif comme nous. Donc c'est vrai que c'est des modes de fonctionnement qui sont différents. Où nous on est vraiment impliqués, puis dès qu'il y a des activités, comme on est tous bénévoles, on participe, on s'investit. Donc c'est une autre logique. Et puis l'avantage du système associatif, et puis qu'on n'ait pas de salaire, donc c'est qu'on peut réinvestir tout l'argent qu'on gagne dans les autres livres pour faire la promotion et pour publier. Donc ça a une force à ce niveau-là. Et puis on n'a pas des contraintes économiques, dans nos choix qui guident nos choix. C'est vraiment le coup de cœur pour un texte qui fait qu'on va y aller, et puis on ne va pas se poser des questions, est-ce que ça sera rentable, pas rentable, est-ce que... Ouais, donc pour toi, c'est un vent de liberté, quoi. C'est ce goût-là qui fait la plus-value du côté associatif. Tout à fait. Ouais. Je me suis toujours dit, parce qu'on me pose la question des fois, est-ce que tu voudrais pas vivre de l'édition ? Oui. Bon, alors après, dans la réalité, au niveau roman, ça serait déjà compliqué, tout simplement. Mais d'un autre côté, pour moi-même, je me dis que si j'avais cette pression, le fait de devoir gagner de l'argent, vraiment, ça serait un autre plaisir, ça serait plus le même investissement, ça serait plus... tu aurais des contraintes qui font que tu ferais pas les mêmes choix peut-être éditoriaux. Oui, forcément. Ouais, à contrario, j'imagine quand même que c'est pas dénué de toute pression et de toute envie d'être un petit peu rentable, ne serait-ce que pour pérenniser l'association, parce que quand tu sors un livre, il y a quand même des coûts, donc... Oui. Le coup de cœur, certes, mais j'imagine que vous devez quand même... rentrer dans vos frais à minimum. Oui, non, bien sûr. Payer vos auteurs. C'est sûr. mais c'est vrai que quand c'est pas la question première qui va nous venir à l'esprit. Après, au fil des années, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne ferait plus. Par exemple, on avait publié un texte anonyme, un témoignage qui était magnifique, mais très dur, parce que c'était sur la question de l'inceste, avec un texte anonyme. Et puis on voit qu'à notre niveau, en fait, le texte n'a quasiment pas été vendu en fait, parce que comme il n'y avait pas un auteur ou une autrice derrière, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc là par exemple c'est quelque chose auquel on dirait non, si l'auteur ne voudrait pas mettre son nom et puis ne voulait pas participer aux événements. Ou alors il faut que ce soit avec une force de frappe, parce qu'on voit ça dans les maisons d'édition, avec récemment le roman de Marceau Miller ou des romans comme ça qui justement basent toute leur communication, ou Elena Ferrante sur le fait de dire l'auteur on ne sait pas qui c'est, et puis ça mobilise des foules, mais ça sous-entend un budget médias que j'imagine vous n'avez pas forcément. Non, ça serait pas du tout à notre portée, c'est une autre dimension. Mais on a aussi eu, par exemple, un texte magnifique qui s'appelait « Bienvenue » d'une auteure belge. Et puis, comme on avait eu un coup de cœur pour son texte, on ne s'est pas posé plus de questions de ça. Et puis, on a décidé de le publier. Et quand, en fait, il a été là... quand on a voulu demander des subventions, on n'a pas pu en obtenir, vu que c'était une auteure belge, elle n'était pas suissesse. Et après, quand le livre était là, en fait, quand on est allé en librairie, parce qu'à l'époque, pendant longtemps, en fait, on a fait du démarchage nous-mêmes auprès des libraires. Puis on nous disait « Ah, mais vous êtes une maison d'édition suisse, et puis nous on prend des livres si vous publiez des Suisses, mais là c'est une auteure belge, donc on va pas la prendre. » Ah ouais. Donc on s'est retrouvé en fait avec pas de subvention et pas de possibilité de mettre le livre en librairie, donc ça devenait compliqué. Donc là ça a été un peu un détonateur aussi pour nous pour discuter, puis de dire vraiment est-ce qu'on publie aussi des auteurs d'ailleurs ou pas. Et par la force des choses, on a décidé en fait de publier des auteurs locaux, vraiment quasiment uniquement de Suisse romande. Aussi, comme on développe beaucoup d'animation autour des textes, des lectures, des balades, c'est vrai que si l'auteur ou l'autrice est loin, c'est vite compliqué. Donc c'est plus... Ça fait partie maintenant dans ta maison d'édition et puis dans les maisons d'édition en général, tu penses l'implication de l'auteur dans la communication et dans le fait de porter son roman, d'être présent en dédicace, est-ce que ça fait partie, c'est un critère de choix, c'est quelque chose, toi en tant qu'éditeur, est-ce que ça te semble incontournable ?
Alors je dirais pas que c'est un critère de choix, mais on voit dans la réalité que c'est compliqué. Si l'auteur reste en retrait et puis qui s'implique pas, donc c'est très compliqué. Surtout comme on publie beaucoup de premiers romans, donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc si on a quelqu'un qui n'est pas du tout connu et puis qui va pas faire un minimum en fait d'efforts à ce niveau-là, c'est compliqué parce que les journalistes en fait quand il y a un premier roman, c'est très rare en fait qu'ils s'en emparent et puis qu'ils s'intéressent à ça. Donc après on se retrouve en fait avec des livres qui nous restent sur les bras parce qu'il n'y a pas ce travail-là. Alors on essaye quand même de développer et puis de soutenir les auteurs, mais il faut qu'il y ait un minimum. Et c'est vrai, j'ai l'impression que il y a, je sais pas, 10, 15, 20 ans, on pouvait effectivement sortir un livre et puis il y avait un intérêt plus grand, enfin de curiosité qui faisait qu'on pouvait être un personnage très discret, qui n'avait pas besoin de faire ce travail-là, et puis ça pouvait fonctionner. À l'heure actuelle, ça devient complexe. Plus de concurrence peut-être ? Aussi. Et puis la présence sur les réseaux sociaux, enfin voilà, il y a la médiatisation, elle est aussi grande et ça suscite l'intérêt et puis ça se nourrit. Donc c'est vrai que si on n'est pas dans des réseaux aussi avec les autres auteurs, les autres autrices, c'est plus compliqué. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup plus souvent, nous ici à Dieu de Plume, on a quand même eu plus d'auteurs que d'éditeurs. Je crois même que Je crois que tu es le premier. T'es le premier. D'accord. Oui, t'es le premier. Donc c'est vrai que c'est extrêmement, je trouve, intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus parce que c'est souvent une question que les auteurs se posent de se dire si on a du réseau, si on est prêt à mouiller la chemise un petit peu, est-ce que ça va rentrer en ligne de compte ? Alors ça n'empêche pas, on est bien d'accord que si le texte il ne vous séduit pas, c'est sûr. Vous c'est allez le pas premier prendre. critère. C'est le premier critère, ça, Et puis heureusement, je dirais, mais effectivement, tu confirmes que ça peut quand même être un argument pour faire peser la balance en faveur d'un oui, le fait que l'auteur soit actif sur les réseaux sociaux, fasse des dédicaces, parce que comment ça se passe quand tu le rencontres ? Tu lui dis, c'est difficile, tu peux pas mettre sur contrat, quoi. Engage-toi à aller sur les salons. Non, comment c'est ça sûr. se passe ? Alors nous, on laisse libre l'auteur ou l'autrice. Enfin, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Et puis on n'attend pas que l'auteur vraiment fasse des démarches, etc. Mais on a vu au fil des années, enfin, on a publié par exemple Velia Ferracini qui a publié Lave mes cendres récemment Ouais. et qui elle a un grand réseau et qui a vraiment activé tous les leviers qu'elle avait. Enfin, elle était déjà aussi connue un peu dans le monde littéraire. Et on a vu qu'il y a eu un intérêt, et vraiment elle a été invitée dans plein de podcasts, il y a eu dans la presse, alors que c'était son premier roman. Et on voit que ça facilite les choses. Après, on a d'autres auteurs qui ont publié plusieurs livres. Marie Bert, par exemple, où c'est son 9e roman, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est construite au fil, qui a eu une réputation, et on voit qu'il y a un intérêt. Mais c'est pas forcément sa médiatisation, mais c'est la qualité de ses textes finalement qui finit par porter, mais ça prend du temps. Alors, Et quand clairement, oui. Pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Tout à l'heure, tu disais que vous attendiez un minimum d'investissement. Et ça se traduit comment d'un côté très pragmatique ? Parce que peut-être qu'on a des auteurs qui se posent la question, mais ça veut dire quoi ? Juste, j'ai un compte Insta, ça suffit ? Ou qu'est-ce que tu attends en pratique, toi ? Alors c'est vrai que d'avoir un compte, après, c'est pas d'être omniprésent sur les réseaux, mais au moins d'avoir une page, bien de relayer quand il y a des animations, parce que comme on demande aux auteurs de participer à des salons ou à des animations, c'est vrai que si on peut être plusieurs à relayer ça a de l'importance. Donc une certaine présence sur les réseaux, quel que soit. Oui, ça je pense que c'est important. Puis un état d'esprit, c'est un un état peu dans d'esprit l'état aussi, d'esprit, exactement, je pense, aussi d'être en connexion avec les autres, enfin, de s'ouvrir. Et question bête, c'est un peu le corollaire, mais est-ce que vous constatez que justement quand l'auteur s'investit comme cela sur la post-publication, enfin est présent, fait des dédicaces, va en librairie, communique, etc., est-ce que ça se répercute forcément sur les ventes ou parfois pas ? Ou dans une moindre mesure, quel est l'impact que toi tu constates en tant qu'éditeur ? C'est très compliqué à mesurer. J'imagine. Parce que comme on a un diffuseur, on
ne sait pas en temps réel ce qui se passe, c'est à long terme. Donc, c'est difficile à dire vraiment. Mais on voit que les auteurs qui n'ont pas du tout cela, c'est quand même plus compliqué. Il y a quand même, je pense, moins de ventes. Parce que simplement, le bouche à oreille aussi, je pense que le fait de voir la couverture plusieurs fois, après on le voit en librairie, c'est ça. On finit par se dire, mais ça peut m'intriguer. On ne va pas forcément aller, en tant que lecteur, aller acheter un livre tout de suite, mais si on le revoit plusieurs fois, ou bien on entend des échos, ça... C'est sûr, on en a déjà parlé effectivement dans certains épisodes. On disait, je crois qu'il faut avoir vu 7 fois pour le livre ou pour déclencher une impulsion d'achat. Au-delà de la seule question littéraire, marketing de base, tu te dis pour que tu le vois 7 fois passer, faut quand même il faut y aller, effectivement, un peu se donner la peine, mais on vous encourage, allez-y. Exactement. Et alors, est-ce qu'il y a une ligne, alors on a compris de ce que tu nous expliques que vous êtes à la fois passionné puis vous fonctionnez beaucoup au coup de cœur, ce qui laisse supposer une ligne relativement large. Est-ce qu'il y a une ligne aux éditions Encre Fraîche particulière ? Alors la ligne est très large effectivement, mais on est vraiment dans la fiction, donc ça c'est un des critères. Des romans, des nouvelles. Du côté des nouvelles, on en a pas mal publié au départ et on voit que c'est toujours très compliqué. Les nouvelles, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà dans le recueil lui-même de nouvelles, souvent on a 1 ou 2 textes qui sont forts, qui nous crochent vraiment, et puis les autres, c'est en général un peu plus tiède. En général, l'auteur ou l'autrice met le premier texte qui a un impact en premier, puis après on est un peu déçu par la suite. Souvent aussi il n'y a pas de fil rouge entre les nouvelles, donc c'est compliqué. Et puis après quand on publie un recueil de nouvelles, on voit que les libraires sont un peu réticents et puis les acheteurs aussi. C'est une tradition. On le dit souvent, mais c'est pas une tradition francophone. Absolument. C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, ça fonctionne énormément. C'est une évidence. Et c'est même souvent en tout cas aux États-Unis, le parcours presque classique du romancier qui commence par publier ses nouvelles dans des journaux ou autres, et qui ensuite Stephen King voilà. Mais c'est vrai que chez nous, ça a un petit peu du mal. Du coup, vous avez mis ça un petit peu en retrait. Alors, c'est pas qu'on est complètement fermé, mais c'est par la force des choses. Et puis, Et on voit aussi dans l'édition, c'est que des auteurs qui sont connus, justement, tout d'un coup sortent un recueil de nouvelles. C'est vraiment dans l'autre sens. Ils peuvent se permettre de sortir un recueil de nouvelles. C'est un peu ça maintenant. Et c'est malheureux, c'est triste, parce que justement, comme vous le disiez, c'était... souvent, les auteurs au début participent à des concours, écrivent des nouvelles, mais après, pour le publier, c'est plus compliqué. Et des recueils collectifs, plusieurs auteurs de nouvelles dans un recueil? Oui. On lance chaque année un concours d'écriture, donc au Salon du Livre. Donc ça fait, je ne sais plus à combien de recueils on est, mais en tout cas 14 ou 15. Et donc on lance le sujet au Salon du Livre. Ensuite, les auteurs ont 4-5 mois pour imaginer un texte, donc à partir d'une thématique, d'une phrase. Et là, en général, on reçoit entre 100 et 150 textes, donc, qui sont envoyés anonymement. Et on a un jury qui en sélectionne en général 14-15, donc 10% des textes. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, parce que pour une fois, les textes sont anonymes, donc il y a une objectivité totale. Et ça, c'est très agréable, parce que forcément, au bout de plus de 20 ans d'édition, on connaît les gens, etc. Donc, que ce soit des a priori positifs, négatifs, même si on essaye d'être le plus objectif possible, mais on ne l'est jamais complètement. Tandis que là, c'est vraiment agréable, cet anonymat. Et ça c'est rassurant pour les auteurs aussi. Pour les auteurs non connus. Oui, tout les auteurs connus, à l'inverse. Oui, c'est ça. Dis pas de piston. Non, exactement. Tout le monde est au même niveau.
Puis quand on a sélectionné les textes et puis qu'on ouvre les enveloppes à la fin, c'est vrai qu'on a des bonnes surprises, des mauvaises surprises, enfin voilà, tout le coup. C'est quoi une mauvaise surprise? C'est « Ah, je l'aime pas, il va falloir que je le publie quand même ». Non, alors je pense que c'est plutôt... non, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est qu'il y a des auteurs qu'on aime bien, qu'on a même déjà publiés, ou bien d'autres auteurs. Et qui sont pas présents du coup. Et puis on se dit, ah mais il a écrit ce texte, mais vraiment on n'a pas du tout aimé ce texte, on l'a trouvé pas intéressant, enfin voilà. Donc, oui, parce que vous regardez l'identité de tout, parce que je me disais bêtement que vous regardez uniquement l'identité des textes que vous non, alors de tout, on ouvre toutes les enveloppes. Il faut leur répondre, j'imagine. Exactement. Ouais, et puis par simple curiosité aussi de savoir qui a écrit quel texte. Des fois on se dit, ah ça pourrait être tel auteur, et puis bon, c'est très rare qu'on trouve qui écrit. D'accord. Et puis il y a beaucoup d'auteurs connus qui répondent, enfin connus en tout cas en Suisse romande, qui répondent à l'appel à texte, ou c'est beaucoup des écrivains amateurs ou débutants? Comment est-ce que c'est plutôt réparti? Des amateurs ou des débutants, mais il y a toujours quand même quelques auteurs qui ont déjà publié, enfin qui se prêtent au jeu. Après, je pense que c'est pas forcément, c'est intéressant pour eux, mais c'est vrai que quand le texte n'est pas pris, c'est un bon feedback. C'est un bon feedback. Oui. Au bon, moins, là, c'est quoi le prochain sujet? Oui. C'est Sous la voûte obscure, le prochain, mais c'est jusqu'au 5 septembre. Donc, oui, alors on va peut-être attendre le prochain. Oui, parce que le sujet est révélé au Salon du Livre, exactement. Salon du Livre de Genève. Donc en 26, t'en auras 152 du coup. C'est ça. C'est la date. Et tu as remarqué que celui-là se vendait mieux qu'un recueil de nouvelles d'un auteur unique, ou il n'y a pas vraiment de discrépance? Alors c'est souvent, on fait un vernissage en fait au Salon du Livre avec des lectures, un événement. Donc là, ça lance un peu la machine. Ça lance la machine. Le gros des ventes a lieu à ce moment-là. Ouais. Et puis après, ça dépend en fait. Ouais, c'est variable. Mais on en publie assez peu. On fait 200 exemplaires et puis en général tous les 200 exemplaires sont assez vite vendus. Ok. Après, je pense que ça dépend aussi si les auteurs... c'est toujours ça dans les collectifs, si les auteurs jouent le jeu ou pas. Enfin, on en revient à la promo et puis à faire fonctionner ton réseau. Et puis si chaque auteur en parle sur ses réseaux, forcément, ça mutualise et puis ça fait un effet de groupe. Et encore plus si parmi les auteurs qui sont choisis, il y en a qui sont un petit peu plus connus. Je pense que ça peut être... un élément d'un point de vue commercial, ça peut être intéressant, quoi. Oui. Bon, j'imagine que c'est une bonne surprise pour vous si par exemple vous voyez un nom connu et apprécié, un auteur. Oui, alors c'est sûr, ça donne du poids aussi au recueil, effectivement. Bon, donc la porte est ouverte. Donc, pour le 5 septembre, c'est trop court, mais pour l'année prochaine, vous faites tous les ans. Hein. Chaque année, exactement. Et est-ce que, toujours au niveau de votre ligne, tu nous as expliqué, et puis on comprend bien pourquoi, qu'il faut que ce soit des auteurs suisses, ou en tout cas ayant un ancrage en Suisse. Est-ce qu'au niveau de l'intrigue, il faut que ça se passe en Suisse? Est-ce qu'il doit y avoir vraiment ce lien avec la Suisse aussi au niveau du contenu du roman? Je ne parle plus des nouvelles, je parle juste des manuscrits proposés. Non, alors pas du tout. Là, vraiment, du point de vue de la fiction, on est complètement ouvert. On n'a pas fixé non plus des genres littéraires. Donc on a pu publier des romans policiers, des textes plus fantastiques. Mais en général, je dirais, dans les catégorisations, c'est plutôt de la littérature blanche, ce qu'on nomme la littérature blanche. Mais c'est vrai c'est vraiment chaque manuscrit, chaque texte qui est examiné uniquement. Et puis Donc votre critère, c'est coup de cœur du comité. Oui. Et puis à ce moment-là, on y va, quoi, quel que soit le genre, l'origine. Oui. Tant que c'est suisse. Ouais. C'est vraiment le principe. Après, au fil des années, on a aussi, je pense, augmenté nos exigences, par rapport au fond, à la forme. Au début, même s'il y a des textes qui avaient des problèmes, qui avaient des éléments à reprendre, qui étaient assez importants, on se lançait quand même dans l'aventure. Et maintenant, c'est vrai qu'on a envie que le texte soit déjà mieux fini. Après, on a de toute façon un retravail. Mais c'est vrai que si le retravail, on sent qu'il sera vraiment conséquent, on ne va pas se lancer dans l'aventure. Par contre, on suggérera des pistes à l'auteur ou à l'autrice, et puis en lui disant qu'on relit volontiers une autre version. Mais on fait la distinction, ce qu'on ne faisait pas au début. Et donc avec ce rehaussement des critères d'admission, on va dire, il me semble en off qu'on en discutait, vous avez quand même 10 à 15
versions du manuscrit qui s'empilent avant d'avoir un produit prêt à l'édition, on va dire. Oui. Ce qui est quand même un sacré job, quoi. Ça nous tient vraiment à cœur. Enfin, c'est le cœur du métier de l'édition pour nous. Donc il y a cette relation avec l'auteur, avec l'autrice où il y a un vrai accompagnement. Et ce qui est intéressant, c'est justement quand cette discussion, et puis quand on fait des suggestions, et puis que la personne accepte ou pas, après justifie, pourquoi, et des fois c'est marrant parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Mais je parlais de Velia Ferracini tout à l'heure. Et par exemple avec elle ou avec Marie-Bert, chaque virgule doit être justifiée. Donc si je dis là il faudrait enlever une virgule, elles vont m'expliquer mais pourquoi la virgule est là, etc. Puis je peux avoir des fois, donc je trouve ça génial parce qu'il y a une vraie réflexion sur chaque chose. Après, on a d'autres auteurs où ils acceptent toutes les propositions. Donc c'est chaque fois une relation différente. Mais au final, ça prend un certain temps. C'est vrai qu'il y a facilement 6 mois pour ce travail-là, entre les échanges, le ping-pong. Donc ce que je comprends, c'est que c'est le cœur de ce qui te plaît dans ce métier d'édition, quoi. C'est vraiment ça, c'est ce relationnel avec les auteurs. Exactement. Et puis d'amener un texte vers le mieux possible. Oui, cette proximité, c'est une vraie aventure. Enfin, pour l'auteur, pour l'autrice, tout d'un coup, quand son texte est accepté par la maison d'édition, c'est quelque chose qui est tellement important qu'on essaye de faire en sorte que le texte soit le mieux mis en valeur possible. Et puis qu'il y ait une vraie relation qui se noue avec la personne. Enfin, c'est presque une relation d'amitié finalement qui se tisse autour des textes. Il y a une proximité et puis il y a une confiance. Et ça, je pense que c'est essentiel de trouver un éditeur, enfin une maison d'édition en laquelle on a confiance et on se dit que cette maison d'édition, mais quand le texte va sortir, ils auront fait le maximum pour que le texte soit au mieux. Oui, puis je pense que c'est vrai qu'en t'écoutant parler, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment... qui est intéressant pour les auteurs, parce que nous, évidemment, on est plus du point de vue des auteurs, et souvent la crainte des auteurs en confiant leur texte à une maison d'édition, c'est de perdre le contrôle et de perdre le droit. Justement, parce que quand tu dis que ton autrice te dit non mais la virgule elle est là, c'est qu'il y a une raison. Je crois que les auteurs appréhendent souvent beaucoup le fait que la maison d'édition et l'éditeur imposent des choses, fassent des coupes dans le texte, décident qu'on change le titre, décident que la couverture elle sera comme ça. Et c'est vrai qu'en t'écoutant, je pense que c'est très rassurant pour les auteurs qui n'ont pas nécessairement l'expérience de la relation avec l'éditeur, de voir que c'est un dialogue et que tout le monde rame dans le même sens pour faire du livre l'objet littéraire le meilleur qui soit, avec des arguments de chaque côté. Mais vous êtes ouvert à l'intention de l'auteur, à l'intention initiale, et vous ménagez beaucoup la susceptibilité de l'auteur, j'ai l'impression, et vous essayez de vous être plus presque l'éditeur qui s'adapte à l'auteur que le contraire, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Dans notre charte, au départ, c'était le cœur, c'était justement de remettre l'auteur ou l'autrice au centre du processus. Donc pour nous, il y a un dialogue ce dialogue, il est essentiel. Et après, si on n'est pas d'accord, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente qui soit satisfaisant pour les deux. Et je trouve affreux quand on entend dans certaines maisons d'édition justement que l'auteur ne puisse pas choisir le titre de son livre. Ça existe aussi, clairement. C'est ça. J'avais entendu quelqu'un qui s'était retrouvé avec la couverture qui va sur des salons, et puis en fait, il trouve sa couverture horrible de son livre. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens. Enfin, il y a un moment où c'est... Oui, il faut que... disons, il peut y avoir... après, je pense, encore une fois, c'est une question de dialogue aussi, parce que la couverture, il faut aussi qu'elle soit commerciale, donc l'esthétique est une chose, mais en effet, comme tu dis, c'est vrai que si tu as un livre que tu trouves moche, tu vas avoir de la peine à le vendre. Oui. Si tu l'aimes pas, c'est ça. c'est relativement difficile, effectivement.
Mais c'est beaucoup dans le respect et dans une relation respectueuse de part et d'autre. Ça fait très très envie d'aller chez toi. Hein. Je suis en train, on va pas se mentir, je suis déjà en train de réfléchir. Et je ne serais pas étonnée que tu aies un boom des manuscrits proposés. Est-ce que vous fixez des limites? C'est ouvert tout le temps, les soumissions de manuscrits toute l'année? Ou il y a des moments où vous les ouvrez, des moments où vous les fermez, comme certaines maisons d'édition? Comment ça se passe? Non, alors c'est ouvert toute l'année, donc on n'a pas... Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on verra après le podcast si on change. Mais tous les manuscrits sont traités de la même manière, enfin voilà, ils circulent. On a un premier cercle où on est 2 à lire tous les manuscrits. Et puis, vous lisez intégralement les manuscrits? Alors les premières années, je lisais tout intégralement. Et à force de lire des manuscrits, c'est vrai qu'on se dit qu'on voit quand même assez vite s'il y a du potentiel ou pas. Maintenant, je lis en général 20-30 pages. Je lis vraiment 20-30 pages. D'accord. Parce que pour avoir vraiment un aperçu. Et si au bout de 20-30 pages, on se dit qu'il n'y a ni style, ni histoire qui nous croche, c'est quand même assez rare que tout d'un coup il y ait quelque chose qui vienne. Alors, des fois, en général, je vais piquer quelques pages encore pour voir si tout d'un coup il y a quelque chose qui sauterait à l'esprit. Mais en tout cas, il y a ces... Ouais. C'est les 20-30 premières pages où tu prends au hasard? Non, alors je prends les 20-30 premières pages. Et puis après, tu piques exactement, au milieu, pour voir... Okay. Et avec ça, il te faut un synopsis quand même ou pas non, forcément? Alors pas forcément. Okay. Ouais, comme c'est un peu de la blanche aussi, il n'y a pas forcément de structure. Non, c'est ça, exactement. Mais une lettre. Une lettre. Presque est-ce que la lettre de présentation... effectivement, dans le domaine de la blanche, peut-être combien de pourcents ça influence J'allais pas le formuler comme ça. Non, mais moi je suis là. Donc... voilà. Alors donc, s'il te plaît, mets un pourcentage, l'échelle, le VA, quoi. Bon. Évidemment, tu peux lui dire si tu as un manuscrit super bien, mais la lettre est pourrie, est-ce que tu prends quand même le manuscrit? Évidemment qu'il va te dire oui. Donc c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Mais vas-y, je me tais. Non, mais effectivement, tu attends d'avoir une lettre qui présente à la fois l'auteur et le manuscrit, j'imagine. Oui. Avec, c'est quoi? C'est une déclaration d'intention de ce que veut faire l'auteur, ou c'est juste formellement j'ai l'honneur de vous présenter mon texte et ça fait 3 lignes? Non. Moi j'aime bien quand c'est assez sobre, mais qu'il y ait quand même quelques éléments. Enfin voilà, ça sert à rien d'écrire une page pour décrire son livre et puis dire tout le bien que l'auteur pense de son livre, comme on a parfois. Enfin voilà, juste présenter quelques éléments, les lignes forces, et puis s'il y a... Donc c'est plus une lettre professionnelle qu'une lettre littéraire qui va présenter le texte, etc. Exactement. Ouais. Après, c'est très... Oui, je dirais que c'est risqué de se lancer dans vouloir faire de la littérature à travers cette lettre d'accompagnement, parce que souvent, on veut être drôle, ou on veut... mais ça tombe souvent à plat, ou bien on devient vite... on a l'impression que l'auteur est narcissique. Ouais. Enfin voilà, donc... on fait vite les mêmes vannes tous. Hein, donc, c'est ça. Donc, tu sais pas nécessairement qui t'a en face. C'est ça, exactement. Mais je dis toujours, écrivez quelque chose de sobre, donnez quelques éléments. Vous pouvez aussi dire pourquoi vous envoyez à la maison d'édition. S'il y a des auteurs que vous aimez bien dans la maison, bien s'il y a certains aspects, ça montrer qu'il y a des liens. Et puis je dis toujours aux auteurs de regarder ce qu'on publie aussi, si possible de lire 1 ou 2 livres, pour pas envoyer un texte qui ne correspond pas du tout à la ligne. Bon, sachant que la ligne est large. La ligne est large, mais on sent quand même, en voyant les choix éditoriaux, oui, mais si c'est de la blanche, c'est pas de la SF ou non, des c'est ça. choses C'est vraiment extrêmement nichées. C'est sûr qu'une maison comme nous, quand on reçoit le premier volume de la trilogie de science-fiction ou autre, et puis qu'on a un pavé qui fait 600 pages, donc on nous annonce que c'est le premier, c'est pas forcément la meilleure cible. Mais ça, je pense que pour aucune maison d'édition, dans l'état actuel des choses... Effectivement. Il y a eu une époque, oui. Maintenant... maintenant, je pense que... Mais on continue à en recevoir. Et vous arrivez à traiter vos soumissions en combien de temps à peu près? Si j'envoie mon manuscrit, c'est dans l'année, c'est dans les 6 mois, à ton avis, grosso modo? C'est pas une promesse, hein, c'est un constat comme ça. Oui. On dit entre 3 et 6 mois en général. Quand même, oui. Parce que ça dépend... On n'a pas des commissions très régulièrement, donc ça dépend des commissions, Mais moi, je trouve ça assez rapide. Oui, c'est bien. Et puis vous répondez, si on vous a pas répondu dans 6 mois, on vous prend pas, ou vous faites une réponse... Non, alors on fait une réponse personnalisée.
Ouais, Ça nous tient à cœur depuis le début de l'aventure. Trop bien. C'est de mettre quelques lignes. Enfin voilà, si le texte nous a, si on choisit de pas l'éditer, c'est de quand même donner les pistes. Pourquoi ? Alors après, on fait pas une. C'est assez précieux. Merci au nom de tous les auteurs parce que je pense que c'est tellement précieux. Oui, alors après, c'est vraiment quand même montrer. Et puis s'il y a certains éléments qui nous ont plu, de les mettre aussi en avant. Enfin, de dire que peut-être il y a des choses à creuser. Et ça, on essaye vraiment de le faire. Ouais, c'est bien. Ce feedback, il est super important pour les auteurs. Ouais. Parce qu'autrement, c'est comme, quand on publie un premier livre ou même quand on a publié d'autres livres, mais de ne pas avoir de réponse ou de recevoir une lettre type, c'est frustrant. C'est frustrant, c'est décourageant. C'est frustrant, oui, parce que c'est vrai que l'auteur, comme on disait en off, il y a mis tout son cœur, et puis de savoir qu'on a pris le temps de lire, de réfléchir, c'est quelque chose qui est encourageant, même quand c'est un non, c'est pas le même non que le silence. Exactement, c'est un minimum de respect pour l'auteur. Envoi en papier ou en numérique ? Alors nous, on est un peu old-fashioned, donc c'est toujours envoi en papier. Donc, parce qu'on a envie de lire un manuscrit en papier. Oui. Du coup, on va passer très très vite sur une autre casquette que tu portes, qui est ta casquette d'auteur. Et on y reviendra par après. Mais la question qui nous pend en l'air, c'est tu publies un livre très récemment dans une autre maison d'édition que la tienne. Et la question, c'est quelque part, pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est... Ce livre, oui. Ce livre-là, on l'a en plein d'exemplaires. On va y revenir. On en a un chacun. Ouais. Tant pis pour vous. Donc les réprouvés, pour ne pas le citer tout de même, les réprouvés aux presses inverses. Et pourquoi les presses inverses plutôt que j'ai une maison d'édition, pourquoi je ne ferai pas mon Dickers et je ne l'éditerai pas moi-même ? Joël, si tu nous écoutes. Je crois que ça fait. On le cite quasiment à chaque fois. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on ne nous a pas encore téléphoné, mais on continue d'y croire. Ça viendra. Mais on n'en doute ton pas. Numéro, ça doit être ça. Je vais publier le numéro dans les commentaires. Je te remercie. À seul usage de Joël. Bien sûr, ça sera précisé. Non, pardon. Donc oui, alors ce choix. Oui. Mais depuis le début que je suis dans la maison d'édition, pour moi, ça a toujours été clair que si j'écrivais un livre, ou bien que j'aurais envie qu'il y ait un regard extérieur. Ce que je trouve compliqué. Mais avec ton comité, tu aurais eu un regard extérieur avec les autres personnes. Oui, extérieur, mais c'est quand même faussé. Enfin, c'est quand même. S'ils disent non, c'est encore pire que tout, quelque part. Oui. Ils auraient sans doute pas osé. Non, mais c'est ça. C'est que tu te dis, mais c'est bon, tu vas te cacher. C'est comme c'est ça. Mais c'est comme de le faire lire à des amis ou des amis, forcément. Enfin, ça peut pas être complètement objectif. Enfin, le retour. Donc pour moi, c'est parfaitement cohérent en fait. Oui. Pour moi, c'était logique que si un jour j'avais un texte, je le soumettrais ailleurs. Donc ce qui a été ce que j'ai fait quand j'ai fini le manuscrit. Ça a été compliqué pour moi en tant qu'éditeur de le soumettre. Ça a pris du temps. Oui, j'avais entendu, tu avais dit dans une autre interview qu'on t'avait un peu forcé la main. C'est une de tes auteurs, c'est juste, qui t'a dit, qu'est-ce que tu fiches, Alexandre ? Comme ça. Oui, non, c'était au Salon du Livre, et puis j'étais avec une autrice, justement, Charlotte Frossard, qui est aussi journaliste et qui m'a dit, mais elle avait lu mon texte, et puis elle m'a dit, mais maintenant, ça fait bientôt 1 année que tu as fini ton texte, et puis tu l'as toujours pas envoyé à des maisons d'édition, donc là maintenant ça suffit. Donc maintenant je te donne 3 mois et puis tu l'envoies. Ultimatum. Tu choisis 3 maisons d'édition et puis tu l'envoies. Il y avait un petit syndrome de l'imposteur. Il y avait un syndrome de l'imposteur, oui, et puis surtout le fait d'être éditeur, de me dire je l'envoie à des gens que je connais. Il y avait les deux côtés. J'avais peur en fait de gêner les collègues qui, s'ils n'aiment pas du tout le texte, après, qui doivent me dire non, on le prend pas. Enfin, donc, il y avait ce côté-là. Et puis de l'autre côté, d'oser montrer ce que je fais, et puis de me dire si tout d'un coup tout le monde trouve mon texte misérable, après quelle crédibilité j'ai en tant qu'éditeur. Enfin, donc c'est pas ça. Alors que je pense que c'est deux métiers qui sont absolument différents. Donc je pense que il y a le côté social, mais comment on est perçu, comment les autres nous perçoivent, ces gens. Quand même. Oui, mais par rapport à la crédibilité de l'éditeur, je pense qu'il y a des très bons éditeurs qui sont des mauvais écrivains. Oui, bien sûr.
Enfin, Oui. bon, là, c'est plus une vision d'auteur, Mhm. mais je pense que... Oui. Non, c'est pas forcément lié, mais c'est vrai que c'est quand même l'image qu'on donne de soi, enfin de se dire, ouais, c'est un camouflet. Hein. Je veux dire, si on dit non, je pense qu'effectivement, ça doit être un peu dur à vivre. Ouais. Pourtant, si on inverse les rôles et que toi tu reçois un manuscrit d'un collègue éditeur, tu le traiterais comme un autre, j'imagine. oui, non, bien sûr. Même si tu connais l'éditeur, Oui. etc. Oui, Donc, tout à fait. Après, c'est ce qu'on projette, enfin voilà. Mais ouais, qu'on- c'est ça. Mais c'est forcément. peut-être que c'est ça qu'il faut te dire pour. Bon, maintenant Oui. c'est fait, félicitations déjà. Et puis. Félicitations, et puis on Et y on reviendra sur le, un on petit reviendra peu sur le ensuite, livre, mais avant, oui. comme tu manques de casquette, et encore une autre, tu es maintenant, depuis 2014 a priori, organisateur de salons littéraires, le salon des petits éditeurs depuis 2014. Est-ce que tu nous peut-être présentes en 2 mots, un, ce que c'est, et 2, pourquoi tu as créé ça, tu as fondé ça? Alors le salon au départ, c'était ma collègue Catherine Demolis, donc, qui est au comité depuis l'origine, qui nous disait depuis longtemps, ça serait bien de faire un salon d'éditeurs, de maisons d'édition. Donc on avait toujours ça en tête, et puis une fois on allait au château de Prangin, voir la personne pour dire mais est-ce qu'il y aurait une possibilité. Enfin, on allait à plusieurs endroits comme ça n'avait rien donné, et un jour on s'est rapproché de l'association, d'une association du Grand Saconnet qui s'appelait Ptolémée pour différents événements. Ils nous ont dit en fait, mais on a le droit une journée par année en fait à la salle communale, puis on sait pas trop ce qu'on va en faire de cette journée. Puis là, forcément, Catherine a bondi, a sauté sur le salon des petits éditeurs. Et puis, on s'est lancé dans l'aventure, de nouveau sans trop savoir, mais voilà, c'est un peu le principe, encre fraîche, on y va. Et on a contacté les maisons d'édition qu'on connaissait, je ne sais plus combien on était, mais je crois une quinzaine au départ, ou une vingtaine au maximum. Et puis on a monté ce salon en faisant une programmation, et ça a été assez incroyable. Parce qu'on s'attendait à rien du tout, sans le salon, on avait peu de moyens au départ. Et il y a eu tout de suite un engouement. Il y a eu le public qui est venu dès la première édition. Et puis on a même eu les médias, il y avait même la RTS qui était venue tourner un sujet. Et ça, c'était assez incroyable de voir que les éditeurs, les éditrices disaient mais finalement on a assez peu d'occasions d'être là en tant qu'éditeur, de présenter les livres. Et puis ça, c'était en 2014, et là, ça s'est vraiment accentué, puisque la plupart des salons littéraires à l'heure actuelle, en fait, sont des salons d'auteurs ou d'autrices, ce qui est très bien, ce qui est essentiel. Mais pour les éditeurs, d'avoir vraiment un stand où ils peuvent présenter leur production, leur ligne éditoriale, c'est assez rare. Et puis il y a beaucoup de maisons d'édition en Suisse romande qui n'ont aucune visibilité. Il y a des grands noms qu'on connaît, qui sont omniprésents dans les médias, et puis qui sont aussi des maisons historiques. Donc ces maisons-là, on connaît leurs noms. Et puis les autres ont vraiment une production intéressante, mais peu connue. Il y a vraiment c'est dans des niches, des petits réseaux. Et on s'est dit on va mettre ensemble toutes ces personnes sur un pied d'égalité. Donc chacun a le même espace. Les mêmes chances, etc. Pour les débats, on demande en fait aux maisons d'édition de nous envoyer, selon les livres qu'ils ont, des propositions de thématiques. Et puis après, on essaie de recouper entre les différentes propositions. Et puis à partir de ça, on fait la programmation. Après, on dit, il y a les thématiques. Et puis les maisons envoient. Donc c'est de nouveau assez collégial comme ça, pour laisser la chance à tout le monde. Donc ça, c'était l'origine de ce salon. Alors maintenant, on est cette année en novembre, puisqu'il aura lieu le samedi 8 novembre à Chêne-Bougerie. Donc 8 novembre 2025. Exactement, 2025. On aura, je crois, 48 maisons d'édition. Oui, donc vous avez quasiment ça... triplé, pas quasiment, oui. Par rapport à l'origine. Exactement. Le nombre de maisons d'édition représentées, c'est énorme. Oui. Ouais. C'est assez impressionnant. Alors, c'est un peu compliqué parce que la salle n'est pas extensible. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on propose des demi-stands pour certaines maisons. Ce qui fait qu'on peut accueillir plus de maisons parce qu'on devait refuser beaucoup de maisons d'édition ces dernières années. Donc, on a commencé à faire ce système des demi-stands.
Alors après, ça laisse moins d'espace, mais finalement, c'est la présence qui est le plus important au salon. Puis ils font un tournus d'auteurs, du coup. Oui. Parce que bon, évidemment, alors quand tu dis c'est un salon d'éditeurs, mais on est d'accord Oui. qu'il y a les auteurs qui sont présents pour Bien sûr. dédicacer, n'est-ce pas? Exactement. Non, donc il y a un système de tournus et puis il y a aussi des tables qui sont mises à disposition en fait où les auteurs ou les autrices peuvent aller s'installer et puis dédicacer. Donc c'est un salon qui est vraiment à taille humaine. Oui, Ça, c'était quelque chose qui était important pour nous parce qu'on s'est posé la question à un certain moment en voyant qu'il y avait des demandes, que la salle avait ses limites. On s'est dit, est-ce qu'on irait dans un endroit plus grand? Et finalement, on n'aimerait pas que ça perde son âme. Oui, parce que c'était vraiment... Alors, au départ, il n'y avait pas d'idée, j'imagine, de concurrencer ouvertement les gros salons de Suisse comme Genève ou Morges. Bien sûr, mais à contrario, vous êtes un petit peu, entre guillemets, victime de votre succès avec des plus grosses maisons d'édition, un peu trop grosses pour le cahier des charges, qui viennent un peu toquer à la porte pour venir. On a été obligé de mettre des limites. C'est vrai que les 2 premières années, on a ouvert à ceux qui étaient d'accord de venir, donc on était bien contents de les accueillir. Et au fil du temps, on a été obligé de mettre des critères un peu plus stricts pour permettre à des maisons qui sont justement moins visibles de pouvoir participer, d'avoir cette visibilité-là. Des grosses maisons, en fait, n'en ont pas forcément besoin, puisqu'ils sont déjà assez connus. Alors, ils n'en ont pas besoin, mais c'est vrai qu'en Suisse, alors il faut quand même dire, notamment pour les auditeurs français qui nous écoutent, parce qu'en France, il y a énormément de salons de toute taille, bien entendu, mais il y a beaucoup de salons locaux ou dans des villes moyennes, des salons littéraires. En Suisse, c'est pas vraiment le cas quand même. Il n'y a pas énormément de salons, surtout généralistes. Donc, je dirais que tout nouveau salon, on peut comprendre que les maisons d'édition soient immédiatement attirées parce que c'est une belle visibilité pour elles et leurs auteurs. Donc c'est chouette de tenir bon et de garder votre... Tu peux pas t'appeler le salon des petits éditeurs et puis prendre les 3 mastodons de Suisse romande, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup de sens. Donc, On aurait pu rajouter un post-it et aider un peu plus gros. Et des gros. Mais c'est une grande discussion parce que j'ai discuté aussi avec les éditeurs, les éditrices, d'autres qui aimeraient venir, qui sont plus importants. C'est toujours relatif parce que ces maisons-là qui sont parfois présentes en France, pour eux, ils se sentent tout petits par rapport à des mastodontes français. Mais bien sûr. Et puis pour nous, par rapport à ces maisons-là, on se sent petit. Enfin, voilà, donc c'est une question d'échelle. C'est une question d'échelle. Mais il n'y a pas... il n'y a pas une solution qui est idéale, mais en tout cas... Parce que c'est de toute façon que des maisons suisses. Alors, il y a quelques maisons qui viennent d'ailleurs, qui ont des liens avec la Suisse. Mais France voisine, peut-être, oui. Ou Savoie, ou des Exactement. endroits, j'imagine, proches. Oui. D'accord. C'est tous les ans? C'est chaque année. Donc, 11e édition? Oui. Ok. Félicitations. Mais comment tu fais? Parce que c'est organiser un festival littéraire, un salon littéraire, je pense. Ça va, c'est tranquille. C'est qu'une fois par année. C'est toujours pareil. J'y mets 2 semaines avant, puis c'est bon. Hein. Le comité pour l'organisation du salon, c'est le même comité. Oui, exactement. Voilà, donc quand tu vas en tant que bénévole, rappelons-le, au comité d'Ancre-Fraîche, tu as un boulot temps plein, bénévole, non payé. Voilà. Mais tu as la passion, quoi. C'est ça. Non, c'est sûr que s'il n'y avait pas cette passion au fond, mais c'est c'est un élan comme ça qui fait qu'on a des projets qui nourrissent les autres projets. Et finalement, on arrive à faire tout ça. Et puis pour le salon des petits éditeurs, il y a aussi quelques aides qui sont venues au fil des années. Il y a par exemple l'éditrice Laurence Gudin de La Baconnière qui s'occupe maintenant aussi des médias, de la relation avec les médias. Donc il y a aussi des soutiens qui viennent contribuer à ce salon, puis c'est précieux. Puis on a beaucoup de bénévoles qui viennent chaque année, qui nous suivent depuis le début du salon, qui sont à l'accueil, qui assurent aussi le bon déroulement des débats. Donc ça, les bénévoles, c'est le cœur des salons. De toute façon. Oui.
Mais bravo en tout cas, parce que alors c'est un salon donc qui est quand on a une petite maison d'édition. Alors bon là j'imagine bien que 2025 la programmation est bouclée, 2026 aussi. Alors si tout à coup on a envie de venir au salon des petits éditeurs en 2027, admettons qu'on ait une petite maison d'édition, comment ça se passe? On t'écrit et on te dit j'aimerais bien un stand ou comment Oui. vous fonctionnez? Alors donc pour 2025 effectivement c'est bien bouclé, mais par contre pour 2026 pas du tout. D'accord, donc alors. Donc les inscriptions en général se font autour de février. Donc on a une liste où on envoie aux maisons qui nous ont déjà contactés ou bien qui ont montré leur intérêt. Et puis les autres peuvent écrire donc à l'adresse donc Refresh pour dire on aimerait bien participer. On en reçoit régulièrement des demandes. Et puis après on regarde. Donc de toute façon on envoie la liste d'inscriptions, on laisse un délai. Puis après on essaie de faire au mieux pour équilibrer et puis accueillir le plus de personnes possible. Vous avez des critères comme par exemple le livre sur les quais, il faut avoir des publications récentes pour que les auteurs soient présents, ou c'est un petit peu... Enfin bon, en même temps c'est une question qui est un petit peu bête parce que je pense que les maisons d'édition elles ont tout le temps des publications récentes, mais vous regardez un peu ce qui a été publié récemment pour dire oui ou non, comment ça se passe au niveau de vos critères? Non, alors pas pour le salon des petits éditeurs, c'est vraiment la maison... comme c'est un salon des maisons d'édition, petites maisons indépendantes en général, toujours indépendantes. J'imagine. Donc il n'y a pas vraiment d'autres critères, mais par contre si une maison d'édition est en fait une maison un peu prétexte où c'est un auteur qui publie juste ses livres, donc là on ne va pas forcément entrer en matière. Donc on veut que ça soit une maison d'édition qui publie des auteurs ou des autrices, d'autres auteurs ou d'autres autrices. Donc Joël Dicker, non. Mais qui nous adresse sa demande. On va voir. Ouais, il est peut-être un peu gros aussi. On avait dit pas plus de 2 citations par épisode. Ah mais ça y est, c'est fini. Voilà. Je vais essayer de me retenir maintenant. Et de toute façon, on mettra mon 0,79. J'ai plus le droit de dire Joël Dicker. Oups. Mince. Bon. Non, mais donc, effectivement, le message, alors c'est aussi quelque chose qu'on précise parce qu'on a eu la question qui nous a été posée à propos de ton salon par les auteurs. C'est un salon de maison d'édition. Donc, il faut être... Enfin, c'est les éditeurs qui vont s'en occuper et qui ensuite vont dire à leurs auteurs, tiens, tu viens à Chêne Bougerie. C'est ça, oui. On va passer une bonne journée. Exactement. Et je te confirme, je l'ai fait je crois, une fois ou deux et c'est un joli salon. Merci. L'auteur. Oui, non, mais c'était... je voulais être sûre qu'on avait posé toutes nos questions par rapport... J'ai l'impression... Alors, sur le métier d'éditeur, on en aurait encore une chier, mais une palourde pour tu parles mais on voudrait aussi parler de ta casquette d'auteur. Et oui, parce on que a c'est très aussi, envie d'en parler. C'est aussi une actualité, donc on sera obligé de te réinviter peut-être. Avec plaisir. Pour le côté édition. Mais oui, tu viens de sortir ton roman Les Réprouvés, donc on va parler maintenant de ça. Attends, je vais le mettre un peu plus loin. Oui, parce que alors là, il est flou. On a toujours des problèmes de mise au point. Puis, ouais, yes. Oui, alors le machin qui pendouille, c'est mon marque-page. Je suis désolée. Alors, normalement, vous le joli marque-page, c'est attends, c'est un marque-page. Il est quand même très beau et très girly. Avec des petits... voilà. Bon, bref. Vous avez le droit de rien dire, c'est moi qui l'ai fait, mais tant pis. Waouh. Ah, merci. Bon, donc, Les Réprouvés, qui est sorti le 12 juin 2025 aux éditions Presse Inverse. C'est un roman... On en a parlé en off et on s'est dit comment est-ce qu'on le définit. Parce qu'il y a quand même un socle historique. Oui. Ça part d'un événement historique dont tu vas nous parler. Pour moi, c'est pas du tout un roman historique. Tout à fait d'accord. Pour moi, c'est de la blanche et c'est la belle littérature. Enfin, c'est là que je vais te flatter. J'ai vraiment bien aimé. Mais c'est très littéraire et je dirais l'aspect historique des choses est un prétexte de départ, mais qui n'est pas essentiel à mon sens. Est-ce que tu veux déjà nous présenter le roman, nous parler de ce fameux, de ce fameux événement qui t'a inspiré au départ, s'il te plaît ? Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que
la question du roman historique, c'est vraiment quelque chose qui... j'en ai discuté avec mon éditeur, et puis c'est quelque chose qui m'intrigue parce que quand je l'ai fini et puis quand je l'écrivais, je me suis dit en tout cas c'est pas un roman historique. Enfin pour moi c'était une évidence que c'était pas un roman historique. Clairement. Mais quand l'éditeur a fait sa page pour présenter le livre, il avait mis roman historique. D'autant que dans ce que j'ai... Excuse-moi, je te coupe, Oui. mais dans ce que j'ai entendu dans une interview que tu as donnée, tu disais que dans la version précédente, et sans Oui. doute celle que tu as proposée à ton éditeur, Oui. il y avait encore moins Oui. d'aspects historiques factuels, je dirais, Oui. que tu les as rajoutés, n'est-ce pas, a posteriori. Oui. Donc tu étais encore moins parti, et qu'on t'a demandé un petit peu d'étayer un peu plus, c'est juste. C'est ça. À l'origine, en fait, à la base du projet, j'avais connaissance de ces faits historiques, donc des hystériques dépossédés de Morzine. Donc c'est un événement tout à fait référencé. Enfin, ces événements qui sont passés en 1857, donc à Morzine, où il y a eu un premier cas en fait d'une jeune fille qui a commencé à avoir des manifestations hystériques, des cris, etc. Puis ensuite, il y a très vite d'autres jeunes filles qui ont commencé à avoir pareil. Et il y a eu entre 150 et 200 femmes qui ont été concernées par ces épisodes-là. Ça a duré donc de 1857 jusqu'à 1860. Donc seulement dans ce village. Seulement dans ce village. Donc elles se roulaient par terre, elles se mordaient. Elles hurlaient, elles parlaient dans d'autres langues. Donc un peu des cas de possession. On n'est plus au temps des sorcières, mais on en est pas loin. Mais on n'est pas très loin, ouais, effectivement. Au départ, donc c'est l'Église qui intervient. Enfin, donc on a des exorcismes, et puis on essaye de résoudre le problème comme ça. Puis ça continue, enfin ça se prolonge. Et à ce moment-là, donc il y a des médecins qui viennent, un médecin de Thonon qui vient, le docteur Tavernier, qui assiste justement dans une salle à ces crises des jeunes filles, puis qui est complètement impuissant par rapport à ça. C'est une période en fait en 1860, donc c'est le moment où il y a un plébiscite, et dans ce plébiscite, donc on a la Savoie et Nice en fait qui passent dans l'Empire français, donc dans l'Empire de Napoléon III. Jusque-là, donc la Savoie faisait partie du royaume de Piémont-Sardaigne, donc on avait une administration en fait qui avait entendu parler de ça, mais qui laissait un peu faire. Enfin, ça dérangeait pas plus que ça se passait à Morzine. Et puis quand tout d'un coup on est dans l'empire de Napoléon III en France, donc c'est juste pas possible. L'Italie tranquille. Oui, c'est ça. D'autres termes. Là tout d'un coup, ça dérange et puis on peut pas laisser ça. Cadres, ouais. Donc il faut rentrer. Donc l'administration tout de suite intervient. On fait venir un médecin de Lyon, le docteur Artaud, qui commence à intervenir, qui fait... donc il y a certaines femmes qui sont envoyées plus loin, enfin qui sont envoyées à l'asile de Bassan qui est près de Chambéry, enfin qui sont éloignées. Donc on essaye de résoudre ça, et puis bon, ça continue. Finalement, c'est un grand médecin parisien, donc le docteur Constant, qui est inspecteur général des asiles en France, enfin qui vient donc donc c'est vraiment le Parisien qui débarque à Morzine, dans cet endroit reculé. Peuplé de bouseux, et oui. Il est un petit peu méprisant et un peu... Oui. Voilà, il détient le savoir. Effectivement. Et les médecins ne sont pas comme ça en général. Non. Précise. Oui. Soyons bien clairs, pour rappel. C'est ça. Mais il va essayer de résoudre le problème. Donc on fait des mesures radicales, on éloigne. Oui, c'est ça, on les enferme, ouais, et on les enferme, on en parle une manière plus. de résoudre le problème. C'est ça. Juste pour clarifier, là tu nous racontes l'histoire réelle. Oui, là c'est l'histoire réelle, pardon. C'est vrai que et c'est ta base pour faire le roman, mais oui. c'est encore l'histoire réelle. Oui, c'est l'histoire réelle. Donc là, c'est vraiment tous les éléments où il y a des sources, enfin tout est documenté. Parce que dans l'histoire réelle, on a su... Alors, ça a fini par s'arrêter, mais ça a en effet pris quelques années. Oui. Et puis, on a su, en fin de compte, ce qui s'était passé. Enfin, on a vraiment... c'est totalement un phénomène, je dirais,
hystérique au sens freudien du terme psychiatrique, où il y a eu quelque chose, il y avait parce qu'on a Ils ont trouvé du plomb dans les canalisations. Oui, voilà, ça, mais oui. l'intoxication, la champignon, ou oui. des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu des conclusions officielles? Alors c'est la grande question, c'est vrai que les gens qui lisent le roman me disent mais finalement Oui. quelle est la raison? Ah, donc il va pas spoiler, hein, tu crois quoi? Oui, non, mais bon, après tu peux dire, vous avez qu'à lire le Non, mais c'est vrai que forcément on se pose la question, et moi le premier, enfin je me disais mais quelle est la raison? Donc quand on lit les sources des médecins, parce qu'il y a eu des rapports donc des médecins qui se posent 36 questions. Est-ce que c'est dans la nourriture, justement l'ergot de seigle? Est-ce que c'est l'eau, parce qu'en fait il n'y avait pas de fontaine directement, donc on allait prendre de l'eau dans les dans les montagnes? Est-ce que c'est la promiscuité, l'hygiène, enfin toutes sortes, il y a eu toutes sortes de raisons en fait qui ont été invoquées. Puis en tout cas dans les sources historiques que j'ai lues, donc il n'y a rien qui a été avéré de ce point de vue-là. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression, puis le sentiment en lisant tout ça, qu'il y a ces femmes en fait qui vivaient dans cet environnement quand même assez isolé à Morzine, d'autant plus qu'il faut savoir que les hommes en fait partaient pendant près de 10 mois durant l'année, puisqu'ils devaient trouver du travail, donc ils allaient à Genève, ils allaient autour du Léman, jusqu'en Valais, pour louer leurs services comme maçons, comme tailleurs de pierre, Et ces femmes, en fait, étaient souvent seules. Elles devaient s'occuper de la ferme, s'occuper des enfants, gérer le quotidien. Et puis, la seule figure, finalement, qui avait l'autorité principalement pour elles, c'était le curé qui avait une emprise quand même assez considérable. Et c'est un curé donc, qui est resté pendant, je ne sais plus maintenant, mais plus de 30 ans. Donc qui avait vraiment une assise. Et on sent qu'il y avait cette pression, cette domination, et qu'elle ne pouvait pas être elle-même, qu'elle ne pouvait pas être libre, et qu'à un moment, tout ça s'accumule, et puis à un moment, c'est comme la marmite à vapeur, ça s'évacue, et on a l'impression qu'il y a cette première jeune fille où tout d'un coup ça sort, et qu'après toutes les autres imitent, il y a ce côté d'imitation, et puis où ça se répand. Comme on le voit après avec justement Charcot à la Salpêtrière, alors c'est plus tardif, en 1870-1880, on a ces grandes crises qui sont ritualisées où les Parisiens viennent voir, etc. Puis finalement, quand on creuse après, on se rend compte que finalement il n'y a rien. C'est vraiment des maladies psychologiques. Oui, puis tu décris, il y a des scènes aussi où elles sont, sans dévoiler, mais notamment dans des scènes où elles sont toutes regroupées, toutes enfermées, et puis les crises se déclenchent un petit peu quand il y a du public. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est le regard extérieur qui fait que... c'est c'est ça. Alors qu'avant, tout allait bien. Oui. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce sujet? C'est quelque chose qui t'avait fasciné. Ça fait longtemps que tu avais été intéressé par ce fait divers historique, pourrait-on dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un roman sur cette base? J'étais à l'université, je faisais des études d'histoire, et dans le cadre d'un des séminaires, j'avais eu un séminaire sur l'histoire de la médecine, et on nous avait attribué en fait une maladie. Donc certains ont eu le choléra, la peste, et moi j'ai eu l'hystérie et la nymphomanie, les deux. Donc j'y connaissais pas grand chose à l'époque, mais j'ai commencé à lire, et en fait on devait illustrer en fait notre présentation par un exemple concret. Et je suis tombé très vite sur ces hystériques de Morzine. C'était un nom qui était familier. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ces hystériques de Morzine? Et puis quand j'ai commencé à lire ça, j'ai été tout de suite fasciné, de se dire que d'imaginer ces scènes, avec ces femmes comme ça, et puis tous les hommes autour qui sont complètement déboussolés, qui ne comprennent rien, et puis qui sont totalement impuissants. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et je m'étais dit un jour, si j'écris, ça serait un sujet que j'aimerais bien exploiter. Est-ce que y a dans ton idée de départ, une envie de dénoncer quelque chose de notre société actuelle, que ce soit par rapport aux femmes ou par rapport de manière plus globale? Moi, j'ai beaucoup ressenti à la lecture cette espèce d'effet de masse et
où tout le monde s'emballe et décide ce qu'on comprend pas, on va se battre contre. Je ne sais pas si c'est tellement les femmes ou si c'est encore plus large, c'est la bêtise humaine quand elle qui se mue en violence, parce que t'as l'air super chou comme ça, et en fait il y a des scènes, qui sont quand même, enfin notamment la fameuse scène du sapin. Elle est pas mal, quoi. Oui. Bon, on n'est pas au niveau de Nicolas Feutz. Ne nous emballons pas, mais elle est quand même assez violente. Oui. Bah, effectivement, cette société, enfin voilà, on la connaît tous, cette société. Et pour avoir fait des études d'histoire, donc on voit que c'est des phénomènes en fait qui se reproduisent depuis toujours. J'avais étudié un peu la psychologie des masses, enfin des foules avec Gustave Le Bon. Enfin voilà que c'est ces mécanismes en fait où tout le monde suit, enfin où ça devient complètement irrationnel et puis les gens réfléchissent plus en fait. Ça c'est toujours ces phénomènes-là qui m'ont beaucoup intéressé. Et puis par rapport à la question des femmes, depuis très longtemps, enfin je m'intéresse aux études genre. À l'université, j'avais fait des séminaires d'études genre. Enfin, et j'ai lu Mona Chollet, Sorcière. Enfin, et ça m'a toujours, perturbé et fasciné, enfin de voir ce qu'on a pu faire avec cette domination du patriarcat, enfin sur les femmes. Et cette incompréhension que pendant des millénaires, ça ait perduré comme ça. Et heureusement, on vit à une époque où on en est... En tout cas, dans nos pays. Dans nos pays, on en est sorti. Enfin, on en est sorti pas complètement, malheureusement, d'ailleurs. Enfin, voilà, on voit que c'est quelque chose qui est fragile. Enfin, puis c'est fou. Enfin, c'est pas une minorité, c'est justement au contraire. Enfin, c'est quelque chose qui me... C'est juste la moitié de la population. C'est ça, enfin, j'arrive pas à comprendre, enfin voilà. Donc j'essaye toujours de lire, de réfléchir à ça. Si je comprends bien, c'est finalement un problème très actuel encore. Oui. Qui croise ta rencontre avec cette histoire de ces femmes à Morzine et qui appelle à l'écriture de ce texte. C'est un peu ça ? Oui, ouais, tout à fait. C'est un roman féministe ? Alors, c'est difficile à moi de le qualifier de féminisme, mais effectivement, je pense qu'en tout cas, il y a des convictions par rapport à ça, et puis de dénoncer l'emprise de l'Église, l'emprise de la science, enfin, toutes ces dominations, enfin, qui sont terribles, et puis qui ressurgissent partout, enfin, et puis on voit que ça peut très vite basculer là-dedans. Et puis avec une influence aussi, je pense que ça c'est quelque chose que tu rends très bien dans ton texte, une manipulation des foules par justement ces personnes censées détenir le savoir et qui ont une haute opinion d'elles-mêmes à travers les personnages, les ecclésiastiques et les différents médecins. Il y en a plusieurs qui interviennent dans le roman. Et on a toujours ce côté autorité et Oui, j'assène, enfin voilà. J'assène, j'ai une piètre opinion des gens qui me font confiance et je suis contente de les assujettir à mon discours et pour mon profit, finalement. Rien n'a changé. Non, c'est ça. Mais je suis toujours fasciné par les gens qui ont des convictions comme ça et puis cette arrogance de dire je sais, et puis alors que moi je suis toujours c'est peut-être ma difficulté, c'est toujours d'être dans la nuance, d'essayer de comprendre, enfin d'essayer de voir différents points de vue. Et là, ces figures qui tout d'un coup, sont là, et puis il n'y a pas de discussion, il n'y a pas il y a rien. Et puis là, justement, par rapport à ça, enfin, quand on qualifie de possédé ou d'hystérique, en fait, il n'y a rien derrière. Enfin, c'est juste des mots qu'on met, mais il n'y a rien de tangible, en fait, finalement. C'est ça qui est assez incroyable. Mais par contre, vu qu'il y a ce statut qui fait que on va agir, on va séparer, déchirer des familles, enfin, Alors ça, c'est le... Pardon, vas-y. J'arrête pas de parler. Je partais sur autre chose. Oui, moi aussi, mais vas-y, je garde ma question. Ça m'appelait une question, c'est comment tu as fait pour balancer... Donc il y a un côté très littéraire et avec tu racontes cette histoire au travers d'une prose qui est très construite, très littéraire, et il y a quand même ces faits historiques. Et comment tu as balancé... c'est un roman, c'est clair,
mais c'est basé sur des faits historiques. Donc ma question, c'est comment tu trouves cet équilibre qui est finalement assez subtil entre ce qui s'est réellement passé et garder l'intérêt d'un lecteur et donc romancer les choses suffisamment bien pour que ça soit intéressant à lire, tout en gardant cette justesse et en gardant la thématique, cette dénonciation quelque part de ces choses-là. Comment tu t'es pris pour balancer ça ? Oui, alors il y a eu toute une évolution, puisque au départ j'avais ce fait historique que j'avais envie de raconter. Puis très vite, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, je veux surtout pas faire un roman historique. J'ai pas envie. Mais là, c'est réussi, je te comprends. Donc j'avais envie d'en faire plutôt une fable, une allégorie. Donc dans la première version en fait du roman, il n'y avait pas du tout de nom. Le curé, c'était l'homme en noir. Enfin, il y avait l'homme en blanc. Enfin, Morzy n'était pas du tout nommé. Enfin. Et l'héroïne, d'ailleurs, la jeune femme rousse, n'est qualifiée que de jeune femme rousse. Exactement, elle n'a pas de nom. Bon, c'est quand même un roman choral, donc c'est un roman où il y a plusieurs points de vue. On en parlera un petit peu, parce que moi j'ai des questions et des remarques par rapport à cette forme que j'ai trouvée très réussie. Mais c'est vrai que ce personnage qui ouvre le roman et qui le ferme, qui est central, qui est le personnage principal, n'a pas de nom. Non, effectivement. Alors c'est un personnage qui est inspiré en fait d'une vraie femme qui a existé, qui dans les sources c'est Jeanne la Rouge, parce que c'était en fait une femme qui avait une chevelure rousse et puis qui était complètement indomptable, donc on essayait de l'attraper, mais voilà, elle échappait, puis bon, finalement tous les clichés. C'est ça, exactement. Et puis il y avait cette femme en fait. Alors finalement, bon, je sais rien du tout d'autre sur elle. Je sais qu'elle a été enfermée un moment, elle a été libérée, puis je crois qu'elle a une fin assez tragique. Mais ce qui n'est pas le cas dans le roman. C'est pas le cas dans le roman. Mais j'ai juste gardé en fait cette chevelure rousse et puis cette femme qui, je me disais que c'était un beau personnage. Enfin, j'avais envie de creuser à travers elle. Donc, mais j'avais pas envie de la nommer. Enfin voilà, elle est au début du roman en fait, elle est complètement amnésique, donc elle se souvient de rien. Et je trouvais intéressant justement d'avoir un personnage qui arrive dans cette ville, qui n'a pas ce passé, enfin qui n'a pas le poids finalement de l'histoire et puis de ce village, et qui est confronté à tout ça et puis qui est mêlé à cette existence, enfin dans ce village isolé où il y a ce poids. Oui, c'est malin, ça te permet de le mettre en avant, ce poids, justement, puisqu'il est vu depuis une personne qui n'y est pas soumise. Oui. Son anonymat, et puis le fait qu'elle arrive de l'extérieur, et puis cette amnésie des faits, rend l'identification pour le lecteur facile, parce que c'est le personnage qui va nous prendre par la main et qui va nous guider à travers toute l'histoire, en observant les faits, justement, avec une espèce de recul un petit peu ébahi. Et à un moment se faire embarquer, tu l'imagines dans une rivière avec des tourbillons partout et qui passe au travers pendant un certain temps, et puis à un moment donné, elle y va aussi. Et qui crée, je trouve, un fil rouge qui, en même temps, est nécessaire, parce que ce roman est extrêmement foisonnant, et dans sa construction, je trouve... Enfin, c'est marrant parce que j'allais dire, pour un premier roman, c'est fort. Ouais, on voit que t'es éditeur, on voit que t'as un peu de bouteille quand même, parce que... Un tout petit peu. Un petit peu quand même, oui. C'est pas son premier texte non plus. Alors, c'est pas son premier texte non plus. C'est vrai. Parce que dans la structure, la manière dont tu construis, c'est extrêmement complexe. Et en même temps, c'est très bien fait. On a plusieurs points de vue. Alors, il n'y a pas vraiment de chapitres. On a des petites sections. On a l'impression qu'on ouvre une porte, on regarde ce qui se passe, on ferme, on retourne ailleurs, on ouvre une autre porte. Et alors, parfois, il y a certaines parties qui vont être introspectives, où on a quelqu'un qui parle, on ne sait pas toujours qui c'est. On déduit, mais on ne sait pas toujours avec certitude. Et c'est un petit peu comme au théâtre, on a des réponses, on a un chœur dans le fond, le chœur un peu des villageois, avec des réflexions, des voix qui se répondent. Alors ça, c'est des parties qui sont... c'est presque de la musique, je trouve, où on a 5 ou 6 lignes de dialogue, avec chacun dit la sienne. Enfin, on les imagine sur la place du village, on a « t'as vu la rousse ? Ah bah oui, moi je la connais, elle a fait... » Et puis après, on revient sur la description. Enfin, ça, c'est quelque chose que tu avais
l'intention d'écrire comme cela au départ ou c'est venu avec le temps? Comment est-ce que ça s'est passé dans la construction? Dans ta tête. Dans ta tête. Oui. Alors quand j'écris en général, je sais pas du tout comment ça va se dérouler, donc je fais pas du tout un plan. Tu fais pas de plan, structuré. d'accord. Alors moi, ça me bloque complètement. Enfin, si je sais exactement tout comment sera le déroulement. Donc là, bon, j'avais la trame historique, donc ça c'était mon fil rouge. Mais autrement, l'écriture, j'ai commencé en fait à écrire et puis je me suis surpris à voir qu'en fait il y avait ces différentes voix qui s'enchaînaient. Ouais. C'était pas prémédité, enfin c'est pas quelque chose que j'avais réfléchi. Ça sortait comme ça. C'est sorti comme ça, puis vu qu'au début ça s'est enchaîné, j'ai continué parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir justement ces regards différents puis que ça se construise. Peut-être par rapport au roman historique où je pense qu'on aurait eu une voix et puis que ça aurait suivi presque un la narrateur voix. avec C'est ça, soit la troisième personne, soit la première personne. Mais je trouve qu'on manque quelque chose et puis justement d'avoir cette pluralité de regards, je trouve ça intéressant parce qu'on voit des... Ça t'offre une globalité finalement, une vision Oui. un peu, j'allais dire au-dessus, mais enfin globale. Oui, de ce qui se on voit passe, toutes les facettes et puis sur les mêmes événements, parfois on a des regards différents ou bien certains aspects qui ressortent de l'un et puis pas dans les autres. Enfin. Ouais, on en parlait à midi avec Catherine de ton roman et puis comme il est complexe à décrire finalement. Il a été horrible avec moi. Il a dit, tu me l'as décrit très mal, mais c'est vrai que ça donne envie de le lire quand on t'écoute. Mais c'est bien. Ok. Et non, mais on est arrivé sur deux termes et peut-être qu'on se gourde, donc tu nous corriges, mais on avait l'impression d'un roman d'atmosphère. Et moi, je rajoutais des touches impressionnistes avec ce côté, une petite touche par-ci, une petite touche par-là, et l'ensemble. Enfin, t'es obligé d'avoir toutes les touches pour avoir une vue d'ensemble du tableau quelque part, pour finir ce parallèle avec les impressionnistes. Et cette prouesse-là, c'est de le rattacher à ce fil historique qui est cohérent et qui construit toute l'histoire et qui t'amène au bout finalement. Alors, est-ce qu'on est complètement à côté ou ça te colle un peu avec ce que tu avais envie de faire ? Non, alors ça me parle tout à fait. L'atmosphère, c'est quelque chose qui est très important pour moi. D'ailleurs, ma femme se moque souvent de moi parce que je dis « Ah, mais là, il y a vraiment une atmosphère. » Enfin, c'est quelque chose que j'aime. Mais pourquoi est-ce qu'elle se moque ? C'est vrai, on est d'accord. Mais, par exemple, il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais au collège. Alors, c'est mon tour de parler de Dicker, mais j'avais le père... On avait dit non, Alexandre, s'il te plaît. J'avais le père de... Il va falloir mettre ton numéro de téléphone en plus du mien. Mais j'avais le père Genève, j'avais le père de Joël Dicker comme prof de français quand j'étais en première année du collège. Puis c'était quelqu'un qui était très littéraire. Il nous a fait lire des textes qui m'ont beaucoup marqué, notamment Un roi sans divertissement de Giono. Et c'est un livre qui se passe justement dans un village, et puis il y a la neige, et puis c'est perdu, puis il y a les loups, etc. Et il y avait pour moi une atmosphère très forte. Dans tous les romans de Giono. Oui, exactement. Je dirais que c'est vrai. Vraiment ce côté. La nature est un personnage. C'est ça, il y a tout, on sent. Et j'ai pas du tout relu ce texte depuis, j'avais 15 ans ou 16 ans. Mais j'ai l'impression que ce fond-là, il était en moi. Ça t'a influencé. Et surtout la première partie du roman. Pour moi, j'ai retrouvé un peu ce texte de Giono et cette atmosphère-là. C'est quelque chose que j'aime justement souvent de pas forcément décrire précisément les lieux. Je donne quelques éléments, mais je vais pas décrire précisément tout ce qu'il y a, mais quelques mots qui suggèrent et où on peut avoir des images, où on peut sentir aussi la question des sens. On est presque sur de l'érotisme. C'est-à-dire qu'on suggère beaucoup au lecteur d'imaginer la scène. Et c'est ça qui crée l'atmosphère en fait. Oui. Moi, en tant que lecteur, c'est vrai que j'aime quand on suggère et puis qu'il y a une partie de moi qui doit investir le texte. Enfin, tandis que si tout est dit, on reste plus c'est un petit peu enfermé dans la description si tout est décrit de manière très précise. Mais je pense que c'est ça, effectivement, qui est intéressant et c'est drôle parce qu'on peut le lire de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut s'attacher, c'est ce que je disais à Cyril, moi quand je l'ai lu, j'ai plongé dedans, mais moi j'aime beaucoup la Blanche, et la musicalité du texte est quelque chose qui est très important pour moi, la poésie, j'ai trouvé très poétique, très travaillé. Alors bon, peut-être t'as pas travaillé du tout, mais je pense que non, parce que t'as quand même passé du temps dessus, et ça se sent, c'est-à-dire que les phrases sont justes,
juste, c'est littéraire, mais au sens vraiment positif et pas du tout pédant ni snob du terme, au point que l'intrigue, alors quand j'ai écouté ton interview, salut Céline du podcast Mona Lira, et Céline a fait une analyse remarquable du texte avec en s'attachant énormément à l'intrigue et en faisant des parallèles entre ta fiction, en s'attachant aux faits historiques et en faisant des parallèles entre l'intrigue et puis les faits historiques. Et c'était drôle parce que quand j'écoutais, je me disais ah bon, mais il y a tout ça, donc il faut que je le relise, parce que et effectivement c'est tout des choses que tu dis, mais je trouve qu'il y a une on s'immerge et puis c'est au-delà des faits. Oui. Et c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que c'est le truc historique est un prétexte à aller beaucoup plus large. Est-ce que tu nous en lirais un extrait pour Est-ce que je peux juste dire quelque chose pour réagir par rapport à ça ? Non, tu peux pas. Excuse-nous, mais je vais dire, mais vraiment, ces invités, c'est insupportable. Pardon, je t'en prie, vas-y. Non, parce qu'au départ, en fait, comme je le disais, l'histoire n'était pas du tout présente. Et puis quand je l'ai fait lire aux premières personnes, on m'a dit « Ah, mais on aime le texte, mais on est frustré parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière, on sent bien qu'il y a une vraie histoire, mais on n'a pas d'éléments, et on aimerait en savoir plus. » Puis au bout de plusieurs retours comme ça, je me suis dit « Bon, est-ce qu'il faudrait quand même que je réinjecte de l'histoire pour qu'on puisse situer... » Je me suis beaucoup questionné par rapport à ça, vu que c'était pas mon projet initial. Puis à un moment, je me suis dit « Bon, allons-y. » Oui, mais pour que les lecteurs aient un ancrage. Alors, il y a un vrai ancrage. Certains personnages qui sont même la jeune fille par qui tout commence. Oui, alors là, c'est des personnes qui ont vraiment existé, les docteurs aussi. Et ça a été un travail assez terrible, que je ne conseille à personne de procéder dans ce sens-là. Parce que de réinjecter l'histoire, tout d'un coup, en fait, en relisant le texte, on se rend compte qu'on a pris des libertés, forcément, vu que alors, la trame était respectée, mais après, il y avait plein d'éléments, du moment que ça redevenait un texte historique, c'était incohérent, ça jouait plus, et j'ai dû reprendre certaines scènes, et puis notamment comme c'était une fable, on peut dire des choses, et puis tout d'un coup, la scène de l'arbre, justement, c'était, dans mon manuscrit, c'était un chêne. Oui. Et en fait, quand tout d'un coup on se dit qu'on est à Morzine, qu'il y a une certaine altitude à Morzine, à 1300 mètres ou je sais pas à quel temps, il n'y a pas de chêne. Donc le chêne, il serait pas si grand, il pourrait pas grimper au sommet. Donc tout d'un coup on se dit il faut que ça soit un sapin. C'est plus un chêne. Ça pourrait presque être une remarque que pourrait faire l'éditeur, de dire simplement gars, pas possible ici. Non, effectivement. Mais sauf que vu la scène, en fait, si c'est un sapin, ça joue plus de la même manière que si c'est un chêne. Donc il faut repenser. C'est ça. Il y a des éléments comme ça. Puis on avait déjà la couverture où il y avait un chêne sur la couverture, donc j'ai dû rappeler mon éditeur en disant mais en fait ça va pas être possible. Donc finalement c'est la chevelure de la rousse, et je trouve que la couverture est magnifique. Je suis très content que ça soit pas le chêne et puis que ça invite dans l'histoire. Mais voilà, donc tout cet aspect historique était pour moi intéressant à réinjecter. Ça a été compliqué. Et après, je me suis dit, maintenant, est-ce que c'est un roman historique ou pas ? Pour moi, ça ne l'était pas. Et j'avais l'impression que, quand le livre paraîtrait, qu'il y aurait les premiers lecteurs, que les gens allaient me parler de Morzine, des hystériques de l'aspect historique. Et finalement, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que les gens me parlent en général plutôt de la langue, du style, de l'atmosphère. Et c'était une belle surprise pour moi. Parce que tu t'es forcé à l'ancrer dans une réalité, mais toi, ce que tu avais écrit spontanément... Le projet est resté, finalement, l'essence style, du projet. Ça n'a pas changé. Donc pour moi, c'est pas un roman historique, effectivement, donc je suis très heureux qu'on soit d'accord. Alors, 100%. Est-ce que tu nous lis un extrait, s'il te plaît ? Volontiers. Donc on est déjà pas tout à fait à la moitié, mais c'est pas au début de l'histoire. Au cœur de Morzine, la jeune femme rousse s'avance. C'est l'après-midi. Quelques personnes sont assises sur des bancs, profitant de l'ombre des sapins. Elle progresse lentement. Soudain, elle se met à crier, des cris déchirants qui tranchent avec le calme environnant.
Des badauds s'approchent, oscillant entre la peur et la curiosité. La prudence est de mise. Ses yeux sont béants, exorbités. Elle se tape la poitrine de ses poings. Les promeneurs ne peuvent détourner leur regard, happés par la violence qui l'habite. Désemparés, ils ignorent comment réagir. Des mots fusent, incompréhensibles, sans lien. Ils heurtent les oreilles, ils se répercutent d'une maison à l'autre. Chaque mot est doublé d'un autre mot qui fait écho au suivant, qui se confond avec un autre, qui amplifie celui qui précède, qui éclate quand il se fracasse. Un cœur en furie, de milliers de créatures sataniques semblent avoir surgi dans le village. Étendu par terre, le corps d'une rigidité parfaite, la bouche se ferme tout d'un coup. Plus un murmure. Le silence avale le village. Ils demeurent tous immobiles. Les yeux écarquillés de la femme ne se ferment plus. La mort flotte dans les esprits. Il ne fait pas bon être une jeune femme ici. Le cercle est fendu par le curé. Il la voit, ses yeux glauques, sa chevelure rousse épandue. Il ordonne à 2 hommes de la prendre dans leurs bras et de la ramener chez elle. À Morzine, les hommes et les femmes s'affolent. Les cris entendus ou rapportés hantent leurs jours et leurs nuits. La rousse est désormais la possédée. On se complaît à décrire ses yeux rouges, injectés de sang. Elle aurait subitement arraché ses vêtements alors qu'elle semblait calme. Les images s'incrustent dans les esprits de manière exponentielle. Ils avaient toujours su que tout avait commencé à aller de travers depuis son arrivée au village. Les anciens étaient plus sages qu'eux. La rousseur est la marque évidente de sa noirceur. Une sorcière. Il n'y a rien de plus à ajouter. On murmure qu'il faut l'enfermer, qu'autrement le mal va se répandre. Ce village, empli de gens honnêtes et bons, ne peut tolérer qu'une telle personne y demeure. Le mal doit être supprimé sans tarder. Merci beaucoup. Merci. Il y a vraiment toujours cette foi. Je m'entends plus. Marche, ton truc. Pardon, c'est la technique. Il y a vraiment ce poids du regard collectif et puis de la rumeur et puis c'est une rousse, c'est une sorcière. C'est vrai que l'extrait que tu as choisi il montre vraiment c'est lourd quoi. Oui, c'est lourd. Comment est-ce que ça se passe quand tu as proposé ton texte alors à Alexandre? C'est les voisins. Mais ça ne s'entendra pas. À chaque Non. fois, on dit, vous avez entendu, il y a la chasse, ou il y a voilà, et en fait, voilà. Donc, faites comme s'il n'y avait rien. Repose ta question. Bon, il y avait une tragédie un petit peu dans l'histoire de l'édition de ce roman, malheureusement, puisque ton éditeur, je ne voudrais pas écorcher son nom. Alexandre Metzner est malheureusement décédé assez rapidement après la signature du contrat. Vous aviez commencé à travailler ensemble ou pas encore? Oui, donc quand j'ai envoyé en fait mon manuscrit, je l'ai envoyé à 3 maisons d'édition, parmi lesquelles les Presses Inverses. Et puis quand je l'ai envoyé, je me disais que j'allais devoir patienter 3-6 mois ou une année, enfin voilà, comme c'est habituellement le cas. Comme tout le monde. Et tout d'un coup, au bout d'une semaine, j'ai reçu un email qui me disait, de la part d'Alexandre Metzner, qui me disait j'ai lu ton texte, j'ai beaucoup aimé ton texte, donc si t'es partant, on va le publier. Donc c'était assez surréaliste pour moi parce que je m'y attendais pas du tout. Enfin voilà, avec tous les doutes qu'on a tous quand on envoie un manuscrit. Et surtout très vite quoi. Et aussi vite, donc c'était complètement inespéré. Donc on s'est vu assez rapidement, on a pu échanger. Et puis avant l'été, il m'avait en fait fait une relecture et il m'avait donné ses notes manuscrites sur mon manuscrit. Avec ses annotations. Et puis pendant l'été, en fait, j'étais en train de corriger le texte, de reprendre avec ses annotations. Puis un matin, j'ai reçu un email de Livre Suisse, qui est l'association des libraires, des éditeurs suisses, qui annonçait donc le décès d'Alexandre. Donc je vous laisse imaginer le vertige que c'était, alors que j'avais
ses notes sous les yeux, Ouais. enfin voilà, et puis... C'est à plein de niveaux, quoi. Au Ah niveau ouais, là, humain, on sait plus, au niveau, c'était, humain, voilà. avant tout, c'était un Ouais. ami, en plus. Enfin, tu le Oui, alors on se connaissait pas depuis très longtemps, ouais. mais vraiment, enfin, c'était quelqu'un qui était tellement lumineux, on pouvait que s'attacher à lui, enfin, il était enthousiaste, et puis bah, il avait que 35 ans, enfin, il débordait de projets, enfin, donc forcément, enfin, c'est... dingue. Ouais, C'est violent, quoi. on peut Ouais. juste pas admettre que ça soit le cas. Mhm. Et puis son compagnon, donc Antoine Vireda, avec qui il avait fondé les presses inverses, a très vite écrit à tous les auteurs pour leur dire qu'il s'engageait à suivre les contrats, à respecter, et puis à continuer la maison d'édition. Parce que moi, en plus, je lui ai dit, vraiment, enfin, en plus, je savais qu'Antoine n'avait pas lu mon texte. Je lui ai dit, mais enfin, sens-toi complètement libre. Enfin, moi, il n'y a pas de souci. Enfin, si tu veux pas faire mon livre, enfin, il y a aucun problème. Et puis il a dit, non, je m'engage. Et puis, il y a Alice Bottarelli, qui est elle-même autrice, qui a rejoint l'aventure. Et donc, c'est elle qui a repris mon texte. Et elle m'a fait une lecture, elle a fait un retour très précis. Elle m'a fait une synthèse de 3-4 pages, enfin, où elle a analysé. Et ça a été, c'est ce que j'expliquais pour mon côté éditeur. Et là, c'est ce que j'attendais d'une maison d'édition, enfin, d'avoir cette relation-là. Et c'était tellement juste, tellement pertinent. Enfin, que ça a été un bonheur de travailler comme ça avec Alice. Est-ce que c'est difficile alors si je fais le parallèle de nous qui sommes soignants, quand on se retrouve à soigner des soignants, c'est quelque chose... On a l'habitude, mais oui, c'est complexe. C'est pas la même chose que quand tu soignes quelqu'un qui n'a pas du tout un pied dans la médecine, etc. Toi, même si tu prends la posture, si j'ose dire, de l'auteur, mais tu restes éditeur, comment est-ce que ça se passe, toi, de ton point de vue, de recevoir les conseils éditoriaux d'une éditrice et elle de donner des conseils à un éditeur? Est-ce que ça complique la relation? Est-ce que ça la facilite? Comment ça se passe? Alice est vraiment quelqu'un de très entier. Donc je pense que peu importe qui elle a en face d'elle, même si elle avait un prix Nobel de littérature, je pense qu'elle se comporterait de la même manière et c'est ça qui est génial. Enfin, donc moi je l'ai reçue avec vraiment, enfin elle l'a fait avec beaucoup de bienveillance et puis tout en étant très pertinente et puis vous dire là il y a quelque chose qui va pas ou bien là il y aurait peut-être quelque chose à améliorer, enfin figure de style. Donc ça a été une belle relation. Enfin moi j'ai vraiment apprécié ces échanges-là, ce moment-là et notamment sur le regard d'une jeune femme aussi sur le texte, où elle m'a fait des remarques très pertinentes et des remarques qu'on m'avait pas du tout fait parce que je connais plutôt les personnes qui avaient lu le texte étaient un peu plus âgées et il y a cette différence de génération qui fait que tout d'un coup là si tu présentes les choses comme ça donne tel impact. Et moi qui me pensais justement j'ai fait des études genre, etc. Tout d'un coup, je me disais, ah oui, c'est vrai que c'est l'image que je peux donner. On a beau faire attention, on est d'un certain genre. C'est ça, exactement. On est... Clairement. Et puis, une chose notamment où j'ai retravaillé sur son conseil, c'était que la partie à la troisième personne, en fait, était complètement neutre. Enfin, c'était vraiment à la troisième personne. Mm-hmm. Et ce qu'elle m'a dit, on ne sait pas si c'est quelqu'un de l'époque ou si c'est quelqu'un d'aujourd'hui ou si c'est toi qui présente ça comme ça avec ton regard ou bien est-ce que c'est un regard de l'époque ou pas. Donc j'ai réfléchi à ça et puis effectivement j'ai ajouté quelques moments où on voit qu'il y a une personne en fait qui est derrière ce texte de l'époque. Oui. Tu l'as réancré dans l'époque. Qu'il a réancré dans l'époque et j'ai trouvé ça très pertinent. Enfin, finalement, c'est quelques phrases, mais en fait, ça enlève cette ouverture, ce doute-là. Et avec beaucoup de finesse, justement, elle a mis en avant certains points comme ça. Donc, c'était précieux. Est-ce que cette relation avec ton éditrice, elle change un petit peu ta relation de toi d'éditeur avec tes auteurs? Est-ce que ça a modifié des choses? Est-ce que tu as découvert des nouvelles pistes de travail? Oui, alors c'est vrai que je me suis dit, elle va loin. Et par exemple, sur le travail, sur toutes les métaphores, les comparaisons, elle a disséqué chacune des métaphores, des comparaisons, puis dire, mais là, est-ce que tu compares? Est-ce que c'est vraiment juste ou pas? Parce que c'est une universitaire aussi, elle a ce regard-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, des fois, je me permets pas forcément d'aller aussi loin pour certaines choses. Et ça, je me suis dit, oui, il faut aller encore peut-être on peut aller encore plus loin. Et ça, ok.
Donc, oui, Oui. de toute façon, je pense que nécessairement, même si tu as une grande expérience en tant qu'éditeur, c'est vrai que le fait de te mettre du côté de l'auteur, j'imagine que ça change nécessairement ton regard pour tes prochains auteurs. Enfin, la manière dont tu vas mener les editings sera différente. Après, peut-être qu'elle est allée à ce niveau-là d'exigence parce que tu es un professionnel de l'édition. Peut-être que... Est-ce qu'elle le fait avec tout le monde? Mais je pense qu'elle le ferait avec tout le monde. Oui, je pense. Oui. Mais... Il n'y a pas de raison d'être différent. Et c'est vrai que ça demande, je trouve que c'est aussi assez courageux de ta part, parce que ça demande une certaine humilité, exactement, de te placer dans le rôle d'écrivain débutant. Alors que, enfin bon, on ose à peine dire ça, mais quand même, ça, c'est un peu nouveau, entre guillemets, alors que tu as... Ça en dévoile pas mal sur ta personne et aussi du coup sur probablement la façon dont tu travailles en tant qu'éditeur. Donc c'est aussi rassurant. Encore une fois, tu as plein de manuscrits. Oui, alors ce que j'allais dire, je pense que tu sois prêt, embauche du monde. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, finalement. Oui. C'est ce qu'on te souhaite. Alors, Les Réprouvés, alors on enregistre, il est sorti depuis maintenant 2 bons mois, peut-être même 3 quasiment. Je crois savoir que tu es surpris de l'accueil en bien. C'est juste comment il est reçu ce roman? Comment tu perçois ça? Oui. C'est vrai que honnêtement je m'attendais à rien. Surtout quand mon éditeur m'a annoncé qu'il sortait en juin. Ça, c'était le réflexe d'éditeur de se dire en juin, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je disais c'est égal, mais finalement je sais comment c'est. Une fois que l'été est là, les gens partent, oublient. Après ça, la rentrée littéraire, et puis dans les librairies, on passe à autre chose, et puis les livres qui ont paru avant sont oubliés. Donc, je me suis dit c'est égal, on fera avec. Et puis de toute façon, j'étais content que le livre paraisse. J'ai eu de la chance, c'est qu'il a paru juste pour le Festival du Lac, donc le livre est à peine sorti que j'ai déjà pu participer à un festival, donc à Collonges-Bellerive, à Genève. En plus, un festival magnifique, enfin, on est reçu de manière princière. Et j'avais une table ronde en fait avec une autrice française qui s'appelle Émilie Riget, qui a écrit, elle, un roman historique, enfin une trilogie. Et puis le premier jour, elle est passée sur le stand, puis elle m'a pris mon livre. Et puis le lendemain matin, on avait la table ronde. Puis le samedi matin, elle passe devant mon stand, elle fait « Ah, j'ai commencé, mais le style, je sais plus ce qu'elle a dit, mais enfin c'est époustouflant, je sais pas. » Puis c'était en fait le premier retour de quelqu'un que je connaissais pas, qui... Puis j'étais là, ah bon. Enfin voilà, tout d'un coup ça interloque. C'est pas facile de prendre des compliments. Oui, et puis on s'attend pas à ça, en plus quelqu'un qu'on connaît pas. Enfin voilà, donc c'était... c'était vraiment une belle surprise. Enfin c'était le premier retour comme ça, où tout d'un coup je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, et puis c'est chouette. Et puis après, très vite, j'étais au Festival du Lac, à côté de Michel Laya, donc auteur bien renommé, enfin voilà, qui est un grand auteur suisse roman que je ne connaissais pas du tout. Et puis il a acheté mon roman, enfin voilà, il est très sympathique, enfin on a sympathisé. Et puis une semaine après, tout d'un coup, je reçois un appel de Michel Laya, puis qui me dit vraiment qu'il avait beaucoup apprécié mon livre. À 99%, sauf la fin, où il avait des réserves, mais voilà, qu'autrement, il était vraiment tout à fait convaincu. Et puis, il organise en fait un cercle de lecture à Lausanne, et puis il invite quelques auteurs qu'il aime bien, et donc tout d'un coup, c'était un peu surréaliste, enfin, quand il m'annonce ça, puis enfin, de se dire qu'elle... Donc il y a eu un accueil comme ça qui était inespéré, enfin voilà, parce que surtout en plus de quelqu'un qui est installé, et puis que je ne connaissais pas, enfin. Et puis après il y a eu dans la presse aussi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que Julien Bury, donc du Temps, qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il avait lu le livre et puis qu'il l'avait apprécié.
Et puis j'ai le droit à une page dans le temps, donc c'est ce qui est hallucinant parce qu'en tant qu'éditeur, T'as du mal à j'ai avoir eu une page fois ouais, une page pour une autrice dans le temps, et puis donc je sais ce que ça veut dire, enfin ce que ça vaut en plus pour un premier roman, enfin donc c'était juste incroyable. Enfin. Ouais, c'est incroyable, oui et non. Enfin, je veux dire, je Mhm. pense que réellement, c'est mérité parce que c'est quand même un roman qui est extrêmement construit, abouti. Donc, pour ma part, j'en suis pas étonnée. Mais je comprends que dans sa tête, Oui, tu peux pas te dire quand même, c'est normal que j'ai une page. Oui, alors non, peux mais pas faire ça. Non, c'est alors sûr. bien évidemment, Ouais. puis c'est pas tout à fait son genre. Et puis c'est pour ça qu'on Ah, voilà. on n'invite pas les auteurs qui ont voilà, on les invite pas. On invite que les auteurs qui sont chouettes. Mais du coup, je comprends son point de vue et sa surprise. Mais bien sûr. Mais je rejoins Catherine. Ouais, c'est probablement mérité aussi. Donc il y a pas. Ça ne vient pas comme ça. Il y a la qualité du texte derrière. Donc, ouais. Puis après, ça met un petit peu la pression pour Pour ton second sur lequel tu Oui, parce travailles. que alors tu as une parution. Alors entre-temps, j'ai eu la permission de ton éditrice de le dire. Alors tu as une parution qui on va pas faire de calcul savant, mais à l'heure où paraîtra le podcast, tu vas être présent au Salon Mauvais Genre à Aunay, qui est, rappelle-moi, pardon, c'est 8 octobre. Novembre, non Non, Dans le 4. Ah, oh, 4. on est mauvais, les gars, on avait regardé, personne l'a noté. On a regardé tout à l'heure, c'est le 4 octobre. Enfin, genre à un moment d'octobre. On vous le mettra dans les réseaux, etc. Non, mais c'est début octobre, c'est pour ça. Donc, c'est tout vite. Et tu as... Donc, c'est un salon littéraire consacré à la littérature de genre qui est organisé par Laurence Mallet, qui est éditrice aux éditions Okama. Et à cette occasion, il y a un recueil de nouvelles qui sort avec une de tes nouvelles, n'est-ce pas, qui va être dans ce recueil. Alors, le recueil, c'est toi qui lis le titre parce que c'est de l'allemand. Teufelsweg, Oui. Le sentier maudit. C'est ça, C'est ça. c'est bien. J'ai pas osé, malgré 2 ans et demi de Duolingo, j'ai encore du mal avec l'allemand. Alors, Il faut que tu changes parce que moi j'ai pas touché une fois Duolingo. Ouais, mais j'ai pas osé. Moi, je sais pas, j'aurais mis Toy. Bref, on a Le reçu Sentier son- maudit, Oui. aux éditions Okama. Ta nouvelle s'appelle Le Brasier. C'est plusieurs auteurs, hein. C'est un collectif. En 2 mots, le pitch de ta nouvelle pour nous faire envie. Oui, alors déjà commencer par dire c'est Laurence Mallet en fait qui a contacté des auteurs et des autrices qu'elle aime bien. Et Tu avais une histoire d'ailleurs avec Okama, hein, parce que tu avais gagné le concours de nouvelles organisé justement par les éditions pour la première édition, sauf erreur de ma part, du Salon Mauvais Genre. oui, Tu avais déjà gagné ce concours de nouvelles, donc Oui. elle t'avait bien repéré comme étant un petit auteur prometteur. c'est ça. C'est ça. Donc voilà, excuse-moi, Elle je te avait coupe. lu, puis elle me dit voilà, j'ai bien aimé ton écriture, donc il y aura un recueil collectif, si tu veux participer. Donc bien sûr, hein, Bah oui, on va pas refuser quand on... Si t'as du Quand temps on me propose, libre, c'est tout ça. Et par contre, c'est un recueil donc fantastique. Et il y avait un élément imposé, c'était un article de journal qu'il fallait mettre dans la nouvelle. Oui, alors c'est toujours un peu la marque de fabrique des éditions Okama. Oui. Ça, c'est chouette, avec tout le monde qui a les mêmes contraintes, Exactement. n'est-ce pas? Ouais. Mais ça se passait à l'hospice du Simplon, donc dans la montagne, avec une classe en fait, qui est en camp pendant une semaine ici. Et il y a l'interdiction en fait, du smartphone. Donc, C'est ils bien n'ont pas ça. de téléphone En portable, donc plus, là ça va être dans alors, l'actualité, c'est alors ce que vraiment j'allais dire, c'est dans tous les cantons, c'est vraiment là. la question. Alors que j'imagine que Oui. quand tu l'as écrite... Ça l'était pas, mais c'est incroyable. Oui, je me suis dit, elle a le fin nez, Laurence. Oui, alors Oui. absolument. Oui, Alors, parce si, que si. pour les amis francophones français, il y a eu une interdiction dans les... C'est que Vaud ou c'est... Non, il y a plusieurs cantons à Genève Dans aussi. plusieurs enfin, cantons ouais. qui interdisent aux élèves d'avoir leur smartphone en classe, ce qui, de notre point de vue de dinosaure, semble la base, mais Oui. voilà. Donc, effectivement, on est au cœur de Donc, ça l'actualité. tombe bien.
Et il y a une classe en fait à qui il va arriver quelque chose. Donc il y avait des contraintes quand même assez précises. Donc, pour moi, c'était compliqué de savoir déjà où insérer l'article et puis comment articuler. Donc je me suis pas mal torturé l'esprit pour trouver l'idée. Et ce qui est marrant, c'est que je m'en suis pas rendu compte au moment où je l'ai écrit, mais c'est après, une fois que la nouvelle était finie, qu'il y avait pas mal d'échos avec les réprouvés. Ah, ok. Il y a aussi un jeune homme qui est amnésique au début de l'histoire. Qui monte dans un sapin. Qui ne monte pas dans un sapin, lui. Bon. Mais à qui il arrive d'autres choses. Et puis il va arriver en fait dans une vieille ferme, et il y a une vieille femme qui est là, qu'il ne comprend pas, et puis qui va rester bloqué là pendant un certain temps. Et puis au fur et à mesure du temps, il va y avoir différents éléments qui vont lui revenir à la mémoire. Et puis, ne nous raconte donc je pas n'irai pas tout. plus, mais c'était une belle expérience. Enfin voilà, d'avoir une contrainte comme ça. Est-ce que les autres auteurs du recueil, c'est qui tu les as en tête ou Alors j'en ai quelques-uns en tête, donc c'est totalement subjectif et ceux qui me viennent à l'esprit, mais je sais qu'il y a Velia Ferracini par exemple, il y a Marie-Christine Horn, il y a Mélanie Chapuis, enfin voilà. Les fidèles de Les Fama. fidèles. Et puis c'est Olivier May qui a coordonné le projet, donc qui a fait l'éditeur. Magnifique, on se réjouit. Et puis, il y a à titre personnel, pour toi en tant qu'auteur solo, si j'ose dire, est-ce que tu as un autre manuscrit sur le feu? Tu as dit un truc à la RTS, donc oui, je ne veux pas balancer. Hein, mais... Voilà, donc attention. Ce qu'il ne faut jamais dire, là, c'est les erreurs de débutants. C'est-à-dire qu'on a fait le job, on a préparé l'interview. Non, alors j'ai un projet. Mais qui est vraiment au tout début, donc avec un lien avec un épisode historique aussi, mais j'ai vraiment écrit le tout début, donc on verra ce que ça donne. Mais c'est bien de savoir que tu continues, quoi. Mais j'aimerais vraiment essayer de me ménager du temps pour pouvoir écrire. Surtout avec l'accueil positif. Enfin, je pense que ça t'a encouragé pour te dire, les deux, ça fait peur aussi. Oui, alors ça, le fameux virage du deuxième roman, c'est alors là, toujours un peu compliqué. C'est vrai que autant on est en totale liberté, la liberté reste, mais je veux dire, c'est vrai que se dire il y a des gens qui attendent, qui attendent et qui, s'il sort, qu'ils le liront. Voilà, donc il y a des chances. Nous, en tout cas, on le lira. Je veux dire, on te met aucune pression. Oui. Formidable. Est-ce qu'on a le temps pour que Alexandre nous lise un dernier extrait pour conclure? Moi, je pense que si tu es d'accord, si tu as encore un petit peu de salive. Un bref extrait. Lis-nous. Des petites filles, des jeunes femmes. Aucune d'entre elles n'est à l'abri. N'importe où, dans l'église, au bord de la Drance, au milieu d'une rue, des cris retentissent soudain. Des hurlements qui agressent le village, qui fendent le ciel. Des mots orduriers qui meurtrissent les murs. Quand cela arrive, tous les habitants sont tétanisés. J'en ai été le témoin à 2 reprises. Pétrification qui angoisse les pères qui ont des filles, les frères qui ont des sœurs, les sœurs qui ont des sœurs, les mères qui ont des filles. Nous, les hommes, semblons alors épargnés par cette épidémie. Nous ne risquons rien. Le 15 août 1857, une vague de folie s'abat sur les jeunes femmes pendant la messe de l'Assomption. Elles convulsent. Le nouveau médecin est dépassé. Des carabiniers et le docteur Tavernier de Thonon sont envoyés par les autorités sardes. Le docteur clame qu'il faut isoler les aliénés. « Possédés !» lui répondent la foule. J'aime beaucoup, c'est vrai que même dans ce bref extrait, on voit, il y a vraiment la musique. Enfin, moi, c'est toujours quelque chose qui me parle sur cette phrase, les filles qui ont des filles, qui ont des filles, voilà, je ne le sais plus, mais c'est vraiment un rythme qui c'est quasiment hypnotique, comme ça. La musique est clairement construite. C'est vraiment Et en plus, tu lis bien ton texte, ce qui est pas donné à tout le monde, donc c'est très agréable. Merci beaucoup. Aucune pression, mais on n'a pas grand-chose de négatif à dire, vous aurez compris. Merci infiniment. Non, mais un immense merci à toi d'être venu jusqu'à nous pour partager tous tes univers riches et extrêmement intéressants. On a beaucoup apprécié. On espère que toi aussi. Oui, c'est un très bon moment. Merci. Et on va conclure cet épisode. Absolument.
Et j'ai plus Comment on de peut jus, mais conclure un comment épisode est-ce qu'on comme ça fait d'habitude? Non, mais On voilà. a remercié notre invité. On va vous demander, chers auditeurs, chers visionneurs sur YouTube, etc., de nous dire ce que vous en avez pensé, de laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à Dieu de Plume, comme plus de 80% de La population suisse. Alors ça, c'est sûr, mais plus de 80%. Et on comprend pas d'ailleurs. Mais plus de 80% des gens qui visionnent nos épisodes ne sont pas abonnés, donc ça nous aide sur la chaîne à la faire reconnaître. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte un petit clic, ce qui n'est pas grand-chose. Laissez-nous surtout des commentaires. Allez acheter le livre de Les Réprouvés, le livre d'Alexandre, parce que vraiment... Ouais, il est vraiment chouette. Et puis si vous avez des questions peut-être, ou des questions que vous voudriez poser à notre invité, même si on n'est pas en direct, mais on lui fera passer le message. Il nous Avec arrive plaisir. de communiquer. Est-ce que tu as un site ou des réseaux? Comment est-ce qu'on te... Alors, Trouve. via du haut de plume, bien entendu, mais Oui. c'est pour les personnes qui voudraient te contacter directement, ou Oui. où est-ce qu'il faut aller? Alors, je suis sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Avec ton nom. Avec mon nom, simplement. donc on le trouve Ok. facilement. Donc, Regard, R-E-G-A-D, ou bien sur le site d'Encre Fraîche. Aussi sur le site d'Encre Fraîche. Également. On mettra tout ça dans les descriptions des épisodes. Merci Catherine. On se Merci retrouve Cyril. dans 15 jours. Dans 15 jours pour un nouvel épisode, et merci Alexandre. Merci Merci Alexandre. encore. Salut. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau, par moments il est très lent, par moments il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.